Ce que les employeurs ne se rendent pas compte non plus, c'est quelqu'un qui revient du cancer, il a développé des nouvelles compétences qui n'étaient pas forcément présentes dans cette personne auparavant. Parce qu'elle a dû faire preuve de résilience, de courage, de patience, de force. Et tout ça, ça vient renforcer en fait d'adaptabilité, de flexibilité. Enfin, il y a un très grand nombre de compétences qui peuvent être développées. Et ça peut être vraiment intéressant pour l'employeur de s'appuyer sur cette nouvelle compétence. La personne qui est partie, c'est pas la personne qui revient. Et ça, c'est, je pense, la plus grande leçon que j'ai tirée du cancer et par après du burn-out, c'est vouloir revenir comme avant, c'est une erreur. Parce qu'on n'est plus comme avant et on ne sera plus jamais comme avant. Donc c'est vouloir, je pense qu'aujourd'hui, si j'étais moi à ce moment-là, quand je retourne travailler, ben je me dirais, mais qui je peux être aujourd'hui ? Qui je veux être aujourd'hui ? Comment est-ce que je peux être aujourd'hui ? Salut, bienvenue sur le podcast Génération 120 ans. Je suis Liron Samoun et j'ai un objectif très ambitieux. Vivre jusqu'à 120 ans, en bonne santé et heureux. Qu'on se le dise, c'est challengeant, surtout dans le monde actuel où il devient de plus en plus difficile de prendre soin de soi. C'est pour cela que je vous propose qu'on parte à la rencontre, ensemble, de personnes intéressantes qui ont des choses à nous apprendre pour vivre au maximum de son potentiel, en bonne santé, et ce, sur différents plans. Au niveau de son mental, de son corps, de son environnement et de ses relations sociales. Génération 120 ans est une émission destinée aux personnes ouvertes d'esprit, curieuses et désireuses de vivre leur vie au plus haut niveau de leur potentiel. J'adore découvrir de nouvelles choses qui pourraient améliorer mon quotidien et je fais souvent de belles découvertes que j'ai envie de partager avec vous. Alors c'est parti et bienvenue dans l'émission Génération 120 ans. Bonjour Andrea. Bonjour Liron. Bienvenue dans l'émission Génération 120 ans. Je suis vraiment ravi de pouvoir discuter avec toi aujourd'hui. Donc, comme je te l'ai dit, l'idée aujourd'hui dans cet épisode, en tout cas, c'est d'explorer un peu ton parcours, notamment ton vécu à travers, je crois, 2 expériences dont tu m'as parlé, des expériences qui ont été assez difficiles, qui sont le burn-out et le cancer. Et ensuite, comment tu as réussi à t'en sortir et comment tu es aussi arrivé à travers ces expériences à faire ce que tu es en train de faire aujourd'hui, qui est entre autres accompagner les personnes, hommes, femmes, à post-cancer, à se réinsérer professionnellement, à les aider à reprendre leur vie en main et aller au-delà de leurs difficultés, en tout cas de tout ce qui s'est passé à travers leur période où ces personnes-là étaient malades. Donc, je suis vraiment content de pouvoir aborder ça parce que j'ai l'impression que c'est quand même un sujet qui est assez sensible. Enfin, en tout cas, c'est des choses que j'avais pas forcément conscience jusqu'au moment où j'ai commencé à discuter avec toi et de cette thématique-là. Donc voilà. Beau programme en perspective. Est-ce que je peux te laisser te présenter, Andrea, dire voilà qui tu es, te présenter à nos auditeurs, auditrices, avant ensuite de rentrer dans le vif du sujet. Mais en fait, je m'appelle Andrea Cornet, je travaille en fait comme coach et comme consultante RH. J'ai 55 ans et j'ai en fait une grosse partie de ma carrière qui s'est faite dans le domaine des RH. À partir du moment, je les ai découvertes en 1990 et une fois que j'ai été mordue, entre guillemets, j'ai plus jamais quitté. C'est un secteur qui me passionne et c'est un secteur dans lequel je trouve qu'il y a plein de challenges très intéressants qui sont là et qui sont présents et certainement aujourd'hui dans cette période post-Covid. Dans mon parcours, effectivement, il y a 2 choses qui m'ont impacté professionnellement, c'est-à-dire un cancer en 2006 et un burn-out en 2016. Et même s'ils sont très loin l'un de l'autre, ils sont pourtant liés. Avec le recul, je m'en rends compte. Donc, pour moi, c'est 2 choses qui m'ont fait voir, de un, mon investissement professionnel autrement, revisiter ce que je voulais faire. D'ailleurs, suite à ce burn-out, j'ai décidé de quitter mon statut d'employée pour devenir indépendante. Et donc, ça a vraiment eu un impact conséquent sur ma vie. Mais tu étais dans le même domaine RH Oui, et toujours en restant dans les RH.
Mais disons qu'en fait, le fait de devenir indépendante me permet aujourd'hui de choisir entre guillemets mes combats, enfin en tout cas les choses que j'ai envie de faire, et de rajouter encore des cordes à mon arc que je n'avais pas. Et en restant employée, en fait, je restais dans un rôle bien spécifique dans les RH qui ne m'ouvrait pas à toutes ces perspectives. Et comme il me restait 10 ans à travailler, puisque maintenant on est pensionné à 65 ans, je me suis dit, voilà, ça fait 30 ans que je travaille et que j'aime ce que je fais, mais là j'ai vraiment envie de faire ce que j'ai envie de faire. Donc c'est ça qui a motivé mon choix aussi. Ok, donc suite à cette première expérience de burn-out, tu as décidé de changer. Oui. Et 10 ans plus tard, c'est ça, dans 2006, non, c'est l'inverse, c'est d'abord le cancer et puis le burn-out. D'accord, ok, d'abord le cancer, ok, suite au cancer, ensuite du coup tu t'es mis en indépendante suite au cancer, non, suite au burn-out, tu t'es mis... Suite au burn-out, oui. D'accord. Et donc à partir de là, tu t'es rendu compte que, enfin, t'as totalement changé de cap et C'était une nécessité. C'était vraiment une nécessité. Vraiment une nécessité. Est-ce que cette nécessité, elle arrivait, enfin, c'était flagrant ou c'est vraiment une fois c'était flagrant. Okay. Moi, quand je lisais les annonces, puisque suite à ce burn-out, j'ai perdu mon emploi, donc il y a la possibilité en Belgique d'être licencié pour raison médicale. Et donc moi, c'est un choix que j'ai fait. Après une discussion avec mon médecin et avec la psychologue qui m'a suivi pendant le burn-out, moi j'ai dit très clairement, si je retourne chez cet employeur-là, ça va pas marcher. Je vais dans un mois, je me retrouve exactement au même point de départ. J'ai besoin de faire autre chose et donc à partir de ce moment-là, j'ai commencé à explorer les pistes pour me réinventer, me recréer avec la peur au ventre. Il faut être honnête, j'avais 53 ans à l'époque, donc c'est pas évident de tout lâcher, toute cette sécurité et de se dire ça y est, maintenant je me lance et voilà. Et j'ai en plus eu la chance extraordinaire de quand j'ai décidé, donc j'ai d'abord, il y a une possibilité de faire ce qu'on appelle indépendante complémentaire, donc ce n'est pas avoir un statut d'indépendant complet, c'est un statut un peu hybride. Et puis quand j'ai dit voilà, maintenant c'est bon, je sens que je suis sur la bonne voie, je me lance de façon complète, j'ai changé mon statut en novembre 2019 et en mars 2020 il y avait le Covid. Wow. Donc là, je me suis dit, ouh là 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 là, qu'est-ce que j'ai fait? Là, c'est une galère totale, mais pourquoi j'ai fait ça? Et j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai décroché un contrat à l'année, ce qui n'était pas du tout prévu au départ. Et ça m'a préservé et depuis, j'ai pu continuer à exercer mes activités. Ouais, comme quoi, mais c'est vrai que moi je trouve que c'est très courageux. Enfin, comme tu dis, à ton âge, enfin, c'est quelque chose qui est pas du tout évident. J'essaie de me mettre à ta place et de dire que d'un coup on quitte tout, on se retrouve du coup sans rien, avec énormément de peur et on se dit mais est-ce qu'on va y arriver, est-ce que aussi je suis légitime dans ce que je vais faire, enfin j'imagine tu leur plein de questionnements. Ah oui, on est exactement là-dedans. Moi j'étais en train de me dire pourquoi moi et donc au départ je suis allée très modestement, je me revois encore avec mon CV dans les sociétés qui faisaient de la délégation de personnel indépendant en me disant qu'est-ce qu'ils vont bien pouvoir trouver à mon CV. Alors pas que j'avais pas confiance en mes compétences, mais je me disais, connaissant pas du tout ce monde-là, ce monde de la consultance, je me demandais mais quelle valeur ajoutée je pouvais avoir et de quelle façon je pouvais y trouver ma place. Et puis j'ai eu énormément de chance et je tiens à les remercier parce que j'ai rencontré des femmes formidables qui m'ont vraiment guidée et qui m'ont donné confiance en moi et qui m'ont appris les métiers dans lesquels j'exerce aujourd'hui. Et ça, c'est important parce que ces rencontres-là ont vraiment fait la différence. Oui, justement, j'allais te poser la question, Andrea, est-ce que tu t'es fait accompagner, tu t'es fait coacher? Quand les femmes dont tu parles, là, c'est les femmes qui t'ont employé, en tout cas, qui t'ont prise en temps. Ok. Oui, donc en fait, alors tu me demandes si je me suis fait coacher. Oui, je me suis fait coacher. Est-ce que ça t'a traversé, voilà, tu t'es dit, mince, qu'est-ce que je fais? Est-ce que finalement c'est un cheminement personnel ou est-ce que tu dis, je vais voir quelqu'un et cette personne m'a aidé à enchaîner les différentes étapes? Alors, je vais pas dire que j'ai été coachée, quoique j'ai été coachée quand même sur un aspect. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai été voir des collègues que je connaissais, qui travaillaient déjà comme indépendantes. J'ai été les voir et j'ai été leur poser des questions, j'ai été leur demander comment était leur quotidien, comment elles organisaient les choses. Elles m'ont ouvert leur carnet d'adresses aussi, m'ont donné des noms, ce qui m'a permis de petit à petit me créer un réseau et d'avoir des contacts. Par contre, l'aspect où je me suis fait coacher, c'est la peur.
D'accord. Parce que je suis quelqu'un qui est très attaché à la valeur sécurité chez moi. C'est une valeur essentielle. Elle est là, ok, ouais. C'est vraiment une valeur importante. Et là, je lâchais tout. Je lâchais parce que en statut d'employé, quand on est malade, on est payé. Quand on prend congé, on est payé. Il y a toute une sécurité qui est là. Donc, j'avais pas forcément conscience quand elle me tombait tout de suite dans le bec tous les mois. Donc, il y a eu ça. Et puis la deuxième chose, c'était cet aspect de légitimité aussi, de me dire mais qu'est-ce que je pourrais apporter de plus que les autres, et j'ai une coach qui est mon mentor en fait depuis des années, et chez qui j'ai dit voilà, là je suis c'est un peu panique, et donc on a décortiqué en fait ces peurs, et je suis rentrée dans une énergie qui était différente, et ces peurs ont été quand même très présentes la première année, mais je pense que c'est normal parce que moi je cumulais, j'avais en fait le fait que je me lançais, c'était la première année, il y avait le Covid en plus à côté, donc dans ce que moi je voulais faire et ce sur quoi je voulais focaliser mes activités, c'était Waterloo Morne-Plaine, il n'y avait rien. Donc moi j'étais là, je me disais dans le grand bain, et là oui, je me suis jetée dans le grand bain, mais voilà. Et donc ça m'a permis d'approfondir quelque chose. Donc j'ai travaillé comme consultant de payroll. Le payroll étant pas ce que j'aime le plus en HR. C'est quoi le payroll Le payroll, c'est la gestion de la paye. Donc c'est vraiment l'aspect législatif. PAY. Ok, c'est en anglais. Ok, oui. payroll. Ok. Donc c'était vraiment ça. Donc c'est l'aspect vraiment le hard HR. Donc pas forcément ce qu'il y a de plus drôle à faire, mais bon, c'est intéressant parce que les lois bougent tout le temps, parce que c'est quelque chose qui est en mouvance en permanence. Donc en soi, c'est gai, mais c'est lourd parce que c'est un secteur dans lequel on n'a pas beaucoup de reconnaissance, parce que quand les gens sont contents de leur salaire, ils vous le disent jamais. Par contre, quand ils sont pas contents, ils vous le disent souvent. Donc, ça toque à la porte. Ouais. Voilà, donc pas forcément le métier le plus drôle, mais ça m'a permis de pouvoir approfondir des connaissances que je n'avais pas. Donc moi, j'ai vraiment considéré cette année comme une année d'apprentissage. Et puis l'année d'après, tout ce que je voulais faire, c'est-à-dire les assessments, l'autre placement, et aussi tout ce qui était recrutement et sélection a repris, et tout ce qui était coaching aussi. Et donc à partir de ce moment-là, j'ai pu retrouver ma place. Et aujourd'hui, là, je suis très très fière de moi, j'avoue. Je me mets une petite barrette sur l'épaule parce que cet aspect sécurité, je l'ai lâché. Ce côté, j'ai vraiment lâché prise par rapport à ça, puisque maintenant, je ne travaille plus du tout avec un contrat annuel. Je travaille avec plusieurs sociétés différentes et je travaille à la tâche. Donc on me dit voilà, on a besoin de 2 jours pour toi, 2 jours par là, et voilà. Donc c'est une approche différente, mais j'ai appris à fonctionner comme ça, et aujourd'hui j'avoue que c'est beaucoup plus facile que les 2 premières années. Ouais, ok. Donc il y a eu une première étape qui a été la prise de conscience de tes deux peurs, qui c'était principalement la sécurité. Oui. Et après la peur on va dire peut-être, je sais pas, une espèce de syndrome d'imposteur, en tout cas la légitimité de est-ce que je suis légitime de faire ce que je fais. Oui. Et donc en fait c'est l'accompagnement plus le temps qui a fait que tu as réussi aujourd'hui à lâcher prise dessus et à ne plus être prise par ces peurs, quoi. Oui, c'est cette chance que j'ai eue, et vraiment, je suis infiniment reconnaissante à l'univers pour ça, que j'ai eu sur ma route vraiment des personnes. J'ai eu une personne qui m'a expliqué, qui m'a vraiment pris sous son aile pour m'expliquer les assessments, et qui a vraiment été quelqu'un de décisif. Et puis j'ai eu une autre personne qui, elle, m'a pris sous son aile en termes de me proposer à des clients qui croyaient vraiment en moi. Et d'ailleurs, c'était très symbolique parce que le premier contrat de longue durée que j'ai décroché, quand elle m'a téléphoné, elle m'a dit j'ai une super bonne nouvelle pour toi, ça fait depuis 6 mois que j'essaye de te placer, on n'y arrive jamais, et là j'ai quelque chose pour toi. Et en fait c'était le dernier jour où elle travaillait dans cette entreprise-là, et elle voulait clôturer sur quelque chose de positif, et donc pour nous deux ça a été une belle expérience. On était très contentes toutes les deux. C'est assez marrant parce que finalement les choses se sont dégoupillées, quoi. Enfin, les choses se sont imbriquées petit à petit, et c'était, corrige-moi si je me trompe, c'était finalement assez fluide, même si c'était difficile. Le process s'est déroulé petit à petit, et finalement avec du recul aujourd'hui, tu vois que les choses se sont bien dégoupillées, quoi. Voilà. Oui, ce qui se passe, c'est qu'en fait, au départ, moi, je suis partie avec des tas d'obstacles, mais que je me mettais moi-même. Donc, je me disais, ça va pas marcher pour ça, ça va pas marcher pour ça. Et puis, j'ai une amie qui m'a envoyé un petit message, parce que je poste en fait très régulièrement sur mon Facebook des pistes de réflexion. J'aime bien faire ça, je trouve ça chouette, et je suis assez positive de nature.
Et alors elle m'a envoyé une petite image qui disait arrête de penser si ça ne marchait pas, pense et si ça marchait. Et donc à partir de ce moment-là, je me dis c'est vrai, elle a raison. Pourquoi toujours partir sur le négatif, essayer de penser autrement? Mais ce qui se passe aussi, c'est que maman célibataire avec 2 enfants, une maison à payer, et puis surtout j'avais perdu mon emploi, donc beaucoup de repères aussi, et je me lançais dans un monde que je connaissais pas non plus. Donc il y avait beaucoup d'inconnus qui s'accumulaient les unes aux autres et qui faisaient que c'était pas forcément confortable. Mais j'ai eu beaucoup de chance effectivement, comme tu le dis si bien, tout s'est découpillé. Avec un peu de positif, et si ça fonctionnait, et voilà. Ok. Très intéressant. Pour revenir à ton burn-out, est-ce que tu t'es vu petit à petit couler, ou c'est vrai, enfin je sais pas si c'est le bon mot, mais en tout cas est-ce que t'es allé de mal en pis, ou c'est d'un coup tu t'es réveillé un matin et c'était la cata? Alors je me suis pas vue, très honnêtement. Et c'est pour ça que aujourd'hui, je fais de l'accompagnement pour les personnes qui ont aussi vécu un burn-out, et je me rends compte en fait, et j'en ai encore coaché une hier, je me rends compte qu'en fait et je me suis reconnue vraiment dans son comportement, il y a une espèce de déni. Il y a mais non, je vais très bien, mais non, je vais tenir le coup, parce que faut quand même savoir que la plupart des gens qui font un burn-out, ce sont des personnes qui sont très investies dans leur travail. C'est des personnes qui ont vraiment envie, et qui vont jusqu'au bout du bout, et qui mettent toute leur énergie, et très souvent c'est il y a des circonstances annexes, hein. C'est vrai qu'il y a du travail qui fonctionne pas, mais ce qu'il y a aussi, c'est une perte de sens, les valeurs de l'entreprise qui se connectent plus, un contexte de travail qui parfois est très compliqué. Ça, c'est effectivement. Mais ce qu'il y a aussi, c'est que la personne ne se met pas de limites. Donc, c'est important. Je pense aujourd'hui, avec le recul, pour moi, je pense que ce qui a été le plus important par rapport au burn-out, c'est cette prise de conscience de ma part de responsabilité dans le fait que ça m'était arrivé. Mais ça n'est pas venu en un coup. J'ai eu mon entourage m'a vraiment envoyé des signaux pour me dire mais qu'est-ce qui se passe? Parce que comme il y a une espèce de symptomatique comme ça du burn-out, et une de ces symptomatiques, c'est le changement de comportement. Et moi qui suis quelqu'un de plutôt positif, rigolote, et voilà, je devenais agressive. Okay. Et je devenais très sèche, et donc les gens commençaient à avoir du mal à me reconnaître. Ouais. Ok. Et toi, tu t'es, j'imagine, enfin, comme tu l'as dit, dans le déni, et tu voulais pas forcément les croire. Moi, je voulais pas y croire. Je me disais, parce que je suis plutôt une battante de nature, donc je me disais, ça va passer, mais bon, ça va passer, ça durait depuis quand même un certain temps. Et puis, ce qu'il y a eu, c'est que à un moment donné, il s'est passé des choses avec lesquelles je pouvais pas être en accord. Donc mes valeurs et mon travail et ce qui se passait dans l'entreprise, ça a vraiment, il y a eu un gap qui était énorme, qui s'est créé entre les deux. Donc là, je me suis dit oula, qu'est-ce qui se passe? Et puis ça a continué au fil du temps. Et puis surtout, il y a eu un entretien avec une personne de l'entreprise qui a été décisif, parce que après cet entretien qui s'est très très mal passé, je suis sortie de cet entretien, je suis arrivée à ma voiture, je suis montée dans ma voiture, je savais plus conduire. Ah oui. Donc là, j'ai téléphoné à mon compagnon, j'ai dit là, je sais pas savoir comment je vais rentrer à la maison parce que je sais plus conduire. D'abord, il a ri. Ouais. Et puis après, il s'est rendu compte que je rigolais pas du tout, et que l'automatisme parce que j'ai une voiture à vitesse, l'automatisme de changer les vitesses, l'embrayage, il y avait plus moyen. Il y avait un blackout total, et j'étais là en train de me dire mais je dois appuyer sur quelle pédale, comment? Et je suis rentrée à 30 km/h chez moi avec ma voiture qui faisait des bonds, parce que j'avais perdu vraiment l'usage de la conduite en fait. Ça, c'est fou, mais c'était l'entretien qui était l'élément, en gros déclencheur. L'élément déclencheur, oui. Ouais. Okay. Il y a eu d'abord un des premiers événements qui se sont passés, où là j'ai claqué la porte du bureau, j'ai dit c'est pas possible, moi je peux pas rester ici, et je suis sortie du bureau en pleurant et en disant non, ça va pas, c'est plus possible, je peux plus, voilà. Et puis il y a eu ce deuxième entretien qui a tout fait basculer, et puis après ça a été, alors que je pensais avoir atteint le fond à ce moment-là, après ça a été encore bien pire, parce que la dégringolade a continué.
eu des difficultés à parler, j'ai perdu l'usage de l'écriture, je ne savais plus lire. Ah oui, à ce point-là, d'accord. Oui, moi j'ai sombré. C'était Wow. pas un petit burn-out. J'ai vraiment fait un burn-out très très profond. Ah, je pensais pas que le burn-out, ça pouvait arriver à faire des dégâts comme ça, quoi. Ouais. Oui, en fait, le burn-out peut, mais c'est chimique aussi, hein, parce qu'il y a toute une série d'hormones qui circulent dans le corps Ouais. et qui créent des réactions chimiques. Première chose, puis il y a une déconnexion qui se fait entre on va dire, le cerveau qu'on a, le cortex préfrontal, comme c'est les émotions qui prennent le lead, on n'est plus du tout connecté et donc il y a des capacités de réflexion qui disparaissent et puis il y a des pertes de mémoire, il y a beaucoup de choses qui sont impactées et on ne le dit pas, mais parce que tous les burn-out ne sont pas aussi graves que ce que moi j'ai vécu, mais ça peut aller jusque là quand on tire trop sur la ficelle. Donc quand moi je vois des gens qui sont en train de s'engager sur cette voie-là, ce que je les invite à faire, c'est vraiment à se reposer et à prendre du temps pour eux. Ouais. Et mon médecin traitant me l'a très bien expliqué. Il m'a dit c'est ton cerveau qui a retiré la prise, quoi. Donc tant que lui il ne décidera pas de la remettre, tu peux danser sur ta tête, ça ne bougera pas. Et il avait raison. Mais j'ai mis beaucoup de mois à l'accepter. Et moins j'étais dans cette acceptation et plus je luttais contre moi-même pour essayer de retourner travailler, pour me forcer à faire des choses. Et plus ça se passait mal. Et ça a commencé à aller mieux paradoxalement quand j'ai lâché prise et quand j'ai dit ok, ça ne va plus, on verra bien quand ça recommencera à aller mieux. Et là, petit à petit, je suis remontée. Donc tout ça, cette période-là, tu travaillais plus dans tous les cas, Non. quoi. Tu n'étais pas revenu par moment. Ok. Oui. Je suis restée 2 ans sans travailler. Je pensais jamais que ça puisse être possible, que ça puisse m'impacter aussi longtemps. Et en fait, comme mes capacités cognitives ont vraiment été très fort touchées, j'ai été il y a une clinique du burn-out à Bruxelles, donc j'ai été là-bas, j'ai rencontré un médecin, un psychologue, on a fait toute une série de tests. De là est ressorti un diagnostic et j'étais au dernier degré du burn-out en fait. Ah oui, d'accord. Ok. Donc c'était et je m'en suis voulu vraiment beaucoup de ce burn-out parce que c'était presque 10 ans après le cancer et je me suis dit mais non d'une pipe, t'as eu le cancer et puis maintenant il y a ça qui se passe et ce que tu fais là c'est t'as eu cette chance de pouvoir t'en sortir, de sortir de ce cancer et là tu prends pas soin de toi. Et puis ça m'est resté très longtemps ce sentiment de culpabilité de me dire mais comment t'as pu ne pas prendre soin de toi alors que c'était si important. Et après je me suis rendu compte que le cancer et le burn-out étaient liés parce que lorsque je suis revenue au travail après le cancer, j'ai repris le travail à temps plein directement, donc sans pas du tout réfléchir au fait que je venais de passer une année en enfer ou à peu de choses près. Ouais, ce que j'allais te demander, combien de temps ça a duré ton concert? 1 an? Alors, ça a duré, non, oui, il a commencé en décembre 2015 et s'est terminé, les derniers traitements ont eu lieu en juin 2006, donc c'est très très court et sur ce temps-là, j'ai eu chimiothérapie, curithérapie, radiothérapie, hystérectomie complète et ablation des ovaires. Donc je me suis retrouvée à 39 ans ménopausée, voilà. Ah oui, ouais, t'as eu une grosse période difficile, quoi. Plus que difficile, ouais. Okay. Et donc quand je suis retournée au travail, pour moi, il y avait cette nécessité, comme j'entends beaucoup aussi dans les coachings que je fais, cette envie de je veux redevenir comme avant, quoi. Donc moi j'y vais, hop, je reprends à temps plein. Et puis là j'ai eu le retour de manivelle des effets secondaires des traitements, dont on parle pas beaucoup. Et ça s'est pas bien passé. Et donc j'ai fini par être licenciée par mon employeur parce que mon retour ne s'est pas bien passé non plus avec mes collègues. Donc il y a eu beaucoup de choses. Et je pense que de part et d'autre, on savait pas comment faire. Ni lui savait comment faire, ni moi. Donc voilà. Et donc après, se retrouver sans travail, c'était très compliqué. Il fallait recommencer à travailler. Et donc du coup, ça c'est venu appeler chez moi ce besoin de me prouver que j'étais de nouveau comme avant, que ça c'est pas de souci, j'allais retrouver un emploi. Et donc du coup, je suis partie sur un régime à 150% quasiment. C'est pour ça que tu t'es donné à fond. Voilà. Et exactement. Ok. Parce que tu voulais te prouver à toi-même que tu étais redevenu normal et que tu étais... Exactement, que j'étais redevenue comme avant.
alors que Oui, c'est important de doser son effort, d'accepter ses limites et de comprendre que c'est une maladie qui laisse des traces, que ces traces peuvent perdurer à très long terme. On est aujourd'hui en 2022, j'ai encore des effets secondaires de mes traitements, Ah oui, alors que le d'accord. cancer date de 2006. Donc oui, c'est quelque chose avec lequel on apprend à vivre, mais de nouveau, ce fameux déni, ben non, je suis très costaude, moi. Et là, la vie qui te donne une grosse claque, ouais. Ah, c'est pas évident. Euh, ouais, du coup, en fait, finalement, comme tu dis, avec du recul, ces deux expériences étaient, en fait, on va dire, le cancer, est-ce que selon toi, c'était un signal de détresse déjà pour te faire un signe par rapport au travail ou par rapport à d'autres domaines de ta vie, et qu'ensuite le burn-out, vu que t'as pas forcément écouté ce premier signe-là, c'était là pour te dire, voilà, on te renvoie un autre truc et j'espère que tu comprendras le message, quoi. Oui, oui. Alors c'est vrai qu'on essaye toujours de Oui, peut-être qu'il n'y a pas d'explication. voilà, mais on essaye de se trouver une explication parce que quelque part, moi je me rappelle quand le médecin me l'a annoncé, euh, j'ai j'ai pleuré mais pas longtemps parce que j'avais mes enfants qui m'attendaient à la maison. Donc j'avais pas le temps de pleurer et de voilà, il fallait que je rentre à la maison et en plus, ils avaient si je me rappelle bien, oui parce que c'était pas loin du carnaval, ils avaient une soirée costumée pour l'école et il fallait que je trouve des costumes. Donc moi ma préoccupation c'était il faut que je rentre à la maison, il faut que je leur trouve leurs costumes à tous les deux et je me rappelle très bien parce que ma maman m'accompagnait et quand on est sorti de chez le médecin, là j'ai pleuré et j'ai dit mais pourquoi moi? Pourquoi moi, je suis quelqu'un de gentil, Hmm. je suis altruiste avec les gens, comme si les méchants avaient plus le droit que moi d'être malade. Donc, mais bon, à ce moment-là, on est dans l'émotion, on sait pas très bien quoi faire. Mais c'est vrai que le cancer, moi, quand je regarde mon parcours de vie, je me dis que je pense il y a des choses qui se sont déclenchées parce que, oui, il y avait quelque part un besoin de conscientiser certaines choses que j'ai fait pendant la maladie. Pas encore assez, puisqu'il y a le burn-out qui est quand même venu après. Voilà, donc oui, je suis un peu le raisonnement que tu suis. Mais Hmm. parce que c'est moi et que j'ai besoin de donner quelque part un sens à tout ça, mais je le perçois de cette façon-là, effectivement. Ok. Mais tu étais quand même un petit peu dans j'ai l'impression, t'as eu la nouvelle de cancer, mais est-ce que tu l'as pris vraiment au sérieux ou tu t'es dit, bon, ça va, parce que tu parlais du carnaval, bon, voilà, j'ai pleuré, ensuite j'ai repris une vie normale. Est-ce que pour toi, c'était quelque chose de terrible, de ça va passer, c'est une période, enfin, comment tu l'as vécu à ce moment-là? Alors quand on me l'a annoncé, je me rappelle, je peux, c'est presque comme si je pouvais retracer la déco du cabinet où je me trouvais. C'était ma gynécologue qui est une femme formidable et qui m'a magnifiquement accompagnée pendant tout ce parcours. Et quand elle m'a dit voilà, les nouvelles sont pas bonnes, c'est un cancer, je l'ai regardée puis j'ai dit ok, qu'est-ce qu'on fait? Et puis elle m'a dit mais est-ce que tu as entendu ce que je viens de te dire? J'ai dit oui. Et moi je te demande qu'est-ce qu'on fait? Parce que moi c'était ce qui me permettait de me mobiliser contre la nouvelle que je venais d'entendre, c'était de savoir qu'est-ce qu'on allait faire, comment ça allait se passer, qu'est-ce qui allait être mis en place. J'avais vraiment besoin de ça parce que moi c'est ma façon de pouvoir gérer les choses, c'est d'être dans l'action, pas Hmm. d'être dans la passivité non, j'ai besoin d'être dans l'action pour mettre les T'es une choses en battante, place. ouais, tu l'as dit. Et donc elle m'a dit écoute, je sais pas très bien, ton cas est en discussion parce que tu as quand même un dossier. Le cancer est arrivé avec un passif gynécologique qui était très important chez moi, avec une maladie avant dont on parle de plus en plus, qui était de l'endométriose. Donc moi, je souffrais déjà depuis toute jeune de choses vraiment pas confortables du tout. Donc le cancer, c'était un peu la cerise sur le gâteau de tout ce parcours qui avait déjà été très très compliqué. Et donc après, pendant toute la maladie, ça a été ça. Je n'ai pas pleuré pendant tout le temps que j'ai été malade, sauf à la dernière opération. Quand la dernière opération était finie, on m'a ramenée dans ma chambre. Et là, j'étais dans mon lit, je m'en souviens encore. Et là, c'est sorti, mais c'était tout ce que j'avais retenu depuis tous les mois qui s'étaient passés. Là, c'est sorti à ce moment-là. Et puis, une fois que cette grosse émotion était partie, je me suis dit bon maintenant, il y a toute cette vie qui m'attend, puisque j'avais cette chance que ma vie était pas menacée. Le traitement était très lourd, mais j'avais toutes les chances de m'en sortir. Et donc je me suis dit je vais mettre le focus là-dessus.
Donc, je suis partie un mois en vacances qui m'était jamais arrivé. Je suis partie en Turquie chez mes beaux-parents. J'ai passé un mois là-bas avec eux au soleil à manger des fruits, des légumes cueillis dans le jardin. Enfin, c'était juste un bonheur. Et puis, quand je suis rentrée, j'avais l'entretien le plus important de ma vie puisque là, j'allais savoir du médecin si tous ces traitements avaient effectivement éradiqué le cancer ou pas. Et il y a un hôpital à Bruxelles qui s'appelle Bordet, qui est un hôpital qui est vraiment spécialisé où il n'y a que des personnes qui ont le cancer. Et donc, quand on va là-bas, on sait qu'on est tous là pour la même raison. Et donc, ça crée une espèce d'intimité, une facilité de pouvoir se parler les uns les autres quand on attend dans la salle d'attente. Et là, je me rappelle que ce jour-là, je suis arrivée avec un bouquin et j'étais ma tête dans mon bouquin et je ne voulais parler à personne. C'était au-dessus de mes forces. Tant que j'ai pas la nouvelle, je veux rien dire. Et puis, je suis rentrée dans le cabinet du médecin et puis il m'a dit, voilà, vous êtes en rémission, tout s'est bien passé, les traitements ont marché. Et donc, on va faire des contrôles et tout ça. Et je suis sortie de là sans regarder personne, sans rien dire. Et j'ai traversé les couloirs, mais droite comme un i. Sans faire honteuse. Oui, quelque part. C'est bizarre, hein, mais je me disais, je peux pas manifester ma joie ici parce que j'ai d'autres personnes qui sont là, qui sont encore en train de se battre. Et donc, moi, je peux pas laisser éclater ma joie. Je peux pas sortir de son bureau en disant, ouais, super, je suis en rémission. Donc voilà. Et puis, devant l'hôpital, à l'époque, parce que l'hôpital a déménagé entre-temps, il y avait un square avec de la verdure. Et là, je suis sortie et là, j'ai fait une danse pas possible. Je prends les gens de me prendre pour une frappadingue, mais j'assume complètement. Et puis là, j'ai d'abord téléphoné à ma maman pour lui dire, voilà, ça y est, je suis en rémission. Et puis, j'ai appelé mon papa après en disant, voilà. Et puis surtout, après le soir, je suis rentrée et j'ai fait une super fête avec mes enfants. Donc, ouais, t'as bien fêté ça. Ok. C'est intéressant. Tu parlais de rémission. Il y a une différence entre rémission et guérison. Est-ce qu'aujourd'hui tu te considères toujours en rémission, en guérison? Non. Est-ce que tu peux expliquer les deux termes, Oui, les deux termes, en fait, c'est ça aussi la grosse différence du cancer par rapport à d'autres maladies, c'est que certains cancers, on va parler d'une guérison, et d'autres cancers, on va parler d'une rémission. Dans mon cas, on m'a expliqué et je ne suis pas assez versée, je suis pas médecin, donc je peux juste parler de l'expérience que moi j'ai vécue. Moi, on m'a dit voilà, pendant 5 ans, on va faire des contrôles et donc tu ne seras guéri que quand tu seras considéré comme en rémission définitive. Et c'est dans un délai de 5 ans. Donc pendant 5 ans, j'ai eu cette épée de Damoclès au-dessus de ma tête, avec la peur de la rechute, avec est-ce que ça va revenir, pas revenir, qu'est-ce que je peux faire pour empêcher que ça revienne. Donc tout ça reste très présent. Et ça aussi, c'est une des choses dont on ne fait pas forcément la différence avec une autre maladie, c'est cette grosse différence. On ne sort pas forcément guéri, même si on a eu beaucoup de traitements. Parfois, on doit attendre un certain nombre d'années avant qu'on dise, voilà, c'est ce qu'on appelle une rémission définitive. Mais parfois, le cancer peut devenir chronique aussi. Il n'y a pas de guérison. Okay. Oui, là, il n'y a pas de guérison qui est envisagée. La personne a un traitement qui va l'accompagner jusqu'à la fin de sa vie parce qu'il n'y a pas de possibilité de guérison. Donc, il y a vraiment différents stades et c'est pour ça que c'est pas toujours clair. Les gens pensent souvent que quand une personne revient au travail après un cancer, tout est terminé, tout est résolu. Mais c'est pas le cas. Et c'est là la grosse différence du cancer par rapport à d'autres maladies. Ok, d'accord. Ouais, si je comprends bien, finalement, pour certains cancers, donc on peut être totalement guéri, donc rémission définitive. Oui. Et pour d'autres, en fait, on ne sait pas avant un certain temps, ou voire même toute une vie. Alors oui, il y a une période d'attente qui est la rémission, ce qu'on appelle la rémission provisoire, et puis on est déclaré au bout de 5 ans, c'est ce qui s'est passé dans mon cas, en rémission définitive. Et puis il y a d'autres cancers qu'on ne peut pas guérir, et là ça devient comme une maladie chronique, mais où effectivement il y a un accompagnement qui est fait avec un oncologue et qui peut durer un certain nombre d'années. Le fait qu'il ne puisse pas être guéri ne veut pas dire pour autant que la personne ne va plus vivre, quoi. Ne va plus vivre. On apprend à vivre avec. On apprend à vivre avec. Hein. Pour le moment, j'ai une amie très proche qui a malheureusement eu ce diagnostic-là. Et donc, elle vit avec les traitements, mais ça ne l'empêche pas de travailler, d'exercer ses activités professionnelles. Alors, certes pas au même tempo que ce qu'elle l'exerçait auparavant, mais elle sait très bien qu'elle n'en guérira pas. Et donc,
Mais évidemment, c'est important à ce moment-là de se faire accompagner au niveau psychologique aussi et d'avoir un support externe à la famille et aux amis pour pouvoir en parler et pour voir ce qu'on peut mettre en place et comment on peut le mettre en place. Ok, ça marche. Justement, on va aborder un peu ces difficultés, ces challenges, puisque, aujourd'hui, pour revenir maintenant, si on revient aujourd'hui, tu accompagnes à côté donc de ton boulot de consultante RH des personnes à se réinsérer professionnellement après un cancer. Oui. C'est ça. Pendant qu'ils ont le cancer ou une fois qu'ils sont en rémission, voilà, tu les accompagnes. Ça peut être de tout. Ça peut être de tout. Parce qu'en fait, il y a des personnes qui décident de continuer à travailler. Les motivations peuvent être diverses. Ça peut être la nécessité de rester dans un quotidien qui les sécurise parce que c'est garder le contrôle quelque part, empêcher la maladie de prendre toute la place. Ça peut être aussi des impératifs financiers. Je pense à des indépendants. Si on s'arrête à ce qu'on peut recevoir de la mutuelle, s'apparente à 3 fois rien. Donc, parfois, il y a cette nécessité de continuer. Donc, je peux accompagner à ce niveau-là. Et puis, il y a le retour au travail. Et moi, j'essaye de travailler en amont de ce retour au travail, c'est-à-dire de vraiment rentrer dans une préparation avant que la personne n'y soit. Et parce que c'est important, toute cette préparation. Et ce que je fais, c'est accompagner après aussi. Donc, parfois, il y a des personnes qui retournent travailler. Et puis, ça se passe pas bien du tout. Et donc, dans ces cas-là, elles appellent et puis on essaye de voir par rapport à la situation existante et aux capacités de la personne et ses compétences, comment est-ce qu'il y a moyen de moyenner. Ok. D'accord, ok, c'est clair. C'est quoi du coup, Andrea, les principales difficultés aujourd'hui, les challenges que font face les personnes qui ont le cancer ou qui ne l'ont plus, en tout cas pour le moment, et qui souhaitent retourner au travail? D'abord, le premier challenge, c'est la reprise du travail, c'est quantifier. Donc, c'est-à-dire, ok, je vais retourner au travail, mais qu'est-ce que je suis encore capable de faire par rapport à justement à ces effets secondaires des traitements et puis aussi, je pense par exemple au cancer du sein. Quand une femme s'est fait enlever un sein, on ne va pas forcément faire la reconstruction tout de suite. Donc il y a aussi le retour au travail, mais il y a des opérations qui vont être planifiées par la suite. Donc tout ça, c'est à prendre en compte. Et donc retourner au travail en temps partiel, c'est quelque chose qui n'est pas forcément facile, ni pour la personne ni pour l'employeur. Donc ni pour la personne dans le sens que accepter qu'elle ne peut travailler qu'à temps partiel est pas toujours forcément évident et pas facile pour l'employeur non plus parce que parfois, comme les cancers sont des maladies qui sont en règle générale relativement longues, il prend quelqu'un qui a remplacé cette personne à temps plein et il va en fait demander à cette personne de partir pour la faire remplacer par quelqu'un qui va travailler à temps partiel. Donc trouver cet équilibre-là n'est pas toujours évident. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose qui est compliquée aussi, c'est la perception qu'on a de soi-même aussi. Donc, parfois, le cancer a impacté le corps. Donc, il y a toute cette reconnexion au corps qui n'est pas forcément évidente. Et il y a la gestion des effets secondaires. Et ça, c'est quelque chose dont on ne parle absolument pas. Il faut savoir que dans certains traitements, des femmes, et notamment je pense au cancer du sein, prennent ce qu'on appelle des hormonothérapies. Et ces hormonothérapies sont en fait des traitements qui peuvent avoir un impact très très lourd sur le quotidien de la personne qui les prend. Donc cet impact, ça peut être de la fatigue, des problèmes cognitifs, ça peut être des douleurs. Donc tout ça l'un dans l'autre va venir impacter la qualité de vie de la personne et va venir impacter aussi la façon dont elle va pouvoir reprendre le travail. Donc ça c'est important et il y a aussi des traitements d'immunothérapie qui sont pris aussi et ceux-là aussi ont des effets qui peuvent être aussi lourds. Donc c'est pour ça quand je dis quand une personne retourne travailler, il faut vraiment mesurer quelle est sa situation. Et sa situation, c'est aussi bien sur le plan intellectuel que sur le plan émotionnel que sur le plan physique. C'est vraiment évaluer les trois pour être sûr que la décision qu'on va prendre sera la bonne. Ouais. Ce qui peut être compliqué aussi, c'est la négociation avec l'employeur. Alors la négociation avec l'employeur parce que il y a cette perception parfois
Et je ne dis pas que tous les employeurs sont comme ça. Je leur fais pas du tout de procès. Je suis moi-même dans les RH, donc loin de moi cette idée. Mais je pense qu'il y a aussi ces difficultés de se dire, mais comment est-ce qu'on fait, comment est-ce qu'on prend les choses. Et moi, la seule chose que je peux dire, c'est le plus important, c'est dialoguer. C'est vraiment ouvrir le dialogue le plus rapidement possible, et c'est reprendre le descriptif de fonction de la personne et dire voilà, aujourd'hui, avec les capacités que j'ai, ce que je suis capable de faire dans mon descriptif de fonction, c'est ceci, ceci, cela. Et le reste, non, désolé, pour le moment, ce ne sera pas possible, parce que c'est vraiment important de baliser ce retour avant de l'entreprendre, de façon à ce que de part et d'autre, l'accord soit très clair, Oui. que l'employeur se dise, elle est capable de faire ça, et que la personne puisse se dire, mon employeur sait que je ne suis capable que de faire ça. Et comme ça, on ne part pas sur des attentes de part et d'autre qui ne seront pas répondues. Ouais. Donc ça, c'est important. Un dernier obstacle qui est aussi compliqué, c'est justement cette idée de se dire que lorsqu'on revient au travail et qu'on a eu le cancer, les collègues se disent oui, bon, elle a été 1 an, 6 mois, peu importe, à la maison, maintenant elle est guérie, c'est bon. Mais ce qu'il y a, c'est que il y a les contrôles qui sont là, la peur qu'on a quand on va faire un contrôle, parce qu'on dit est-ce que c'est revenu, est-ce que c'est pas revenu. Dès qu'il y a quelque chose qui fonctionne pas dans le corps, c'est est-ce que ça revient pas. Donc il y a tout ça qu'on doit gérer, plus effectivement tous ces effets secondaires. Et alors ce qui se passe aussi, c'est la réaction des collègues. Il y en a toujours un pour dire mais t'as pas eu de chimiothérapie. Ce que je vous dis est vraiment, c'est des choses que j'ai entendues de coacher. On lui a dit voilà, t'as pas eu de chimiothérapie, c'était pas un vrai cancer alors. Ah oui. Donc les gens parfois ils entendent, mais et il n'y a pas de mauvaise, comment dire. Ouais, c'est que les gens font avec ce qu'ils ont et de leur connaissance aussi. Donc on peut pas se non doutent plus, de leur connaissance. Et puis oui, enfin j'en ai une autre aussi qui n'avait eu que de la radiothérapie et pas de la chimiothérapie. Mais bon, c'est déjà quand même assez lourd, et en plus on n'avait pas enlevé son sein, mais on avait enlevé rien que la tumeur. Et alors sa collègue lui a dit ah oui, mais alors c'était un petit cancer, parce qu'il n'y a pas eu de chimiothérapie. Et donc moi, quand j'entends des choses comme ça, il y a cette volonté, comment dire, de vouloir bien faire, mais qui peut être extrêmement maladroite. Et c'est des choses qui marquent la personne, parce que c'est jamais facile. Et elle aussi, elle a envie de tourner la page, et c'est ça que les gens se rendent pas compte. Et moi, j'ai toujours une petite histoire que je raconte à mes coachés, parce qu'ils ont aussi parfois ce sentiment de je suis plus capable, parce que je reprends qu'à temps partiel, je reprends pas à temps plein, je suis plus la personne comme avant. Je leur dis écoute, on va faire une comparaison. Ton collègue, admettons que tu retournes au travail lundi. Ton collègue, vendredi, il rentre à la maison, il a bu son petit apéro, il a joué avec ses enfants, puis ce week-end, il est allé au match de foot avec ses copains, il est sorti, puis dimanche, il a mangé chez ses parents, et il a fait un petit barbecue, et voilà. Je dis, toi, tu reviens de 6 mois, 1 an, où tu as eu chimiothérapie, radiothérapie, tu as eu peur de mourir, tu as eu mal, tu as dû être patient, tu as dû être courageux. C'est qui le plus fort des deux? Ouais. Ça fait mouche, ça. Mais oui, parce que c'est cette prise de conscience. Ce que les employeurs ne se rendent pas compte non plus, c'est quelqu'un qui revient du cancer, il a développé des nouvelles compétences qui n'étaient pas forcément présentes dans cette personne auparavant, parce qu'elle a dû faire preuve de résilience, de courage, de patience, de force, et tout ça, ça vient renforcer en fait d'adaptabilité, de flexibilité. Enfin, il y a un très grand nombre de compétences qui peuvent être développées, et ça peut être vraiment intéressant pour l'employeur de s'appuyer sur cette nouvelle compétence face à la personne qui est partie. C'est pas la personne. Ouais, donc c'est des choses que l'on peut valoriser, quoi. Il y a des choses qu'on peut plus forcément faire, mais à côté, ça peut rentrer dans le processus de négociation de. Oui. Voilà, mais il faut quand même avoir suffisamment confiance en soi et de pouvoir justement tenir tête à son employeur et lui dire que voilà, je suis capable de plus faire ça, mais par contre j'ai développé telle ou telle compétence. Oui. Ça me paraît quand même assez difficile quand on vit une situation de la sorte, donc d'où l'important, je pense, de se faire accompagner à ce moment-là. Mais est-ce qu'il y a une est-ce que t'as des chiffres sur le pourcentage de... Non, pas du tout. Non, enfin moi je n'en ai pas. Et en fait, ce qui se passe, c'est que, en tout cas ici sur la Belgique, au niveau du retour au travail, ce sont des retours au travail globalisés. Donc on met tout là-dedans. Donc il n'y a pas une distinction bien spécifique
par rapport au cancer, en tout cas pas à ma connaissance. Et donc c'est difficile d'évaluer. Maintenant, ce qui se passe, c'est que de plus en plus, on met l'accent sur cet accompagnement parce qu'on s'est rendu compte, et pourquoi c'est important de le faire aujourd'hui, c'est qu'on va sur une population qui est de plus en plus vieillissante et surtout qui va être de plus en plus vieillissante sur le lieu de travail puisqu'on est obligé de travailler de plus en plus longtemps. Et plus on vieillit et plus on a de chances de développer un cancer. Donc, et donc, oui, ça, je pense que les entreprises ont tout intérêt à prendre ce problème à bras-le-corps et à travailler sur ces accompagnements parce qu'ils vont y être confrontés de façon de plus en plus récurrente et plus en plus fréquente. Ouais, j'allais te demander, est-ce que c'est pas à l'entreprise, enfin l'intérêt de l'entreprise de justement de prendre en charge ces accompagnements et de les proposer, parce que de toute façon, il y aura peut-être, on a tout intérêt à garder cette personne ou en tout cas à l'intégrer à la garder dans l'entreprise. Tout à fait, je te rejoins tout à fait là-dessus. Je pense que c'est tout bénéfice pour l'entreprise. Alors, tout bénéfice pour l'entreprise à plusieurs niveaux. D'abord, le premier niveau, c'est le message qu'elle envoie aux autres collaborateurs. En disant, ben voilà, voyez, il y a quelqu'un qui est malade, ben nous, on va veiller à ce que ça se passe bien pour cette personne et on va l'accompagner dans ce retour au travail. Donc, c'est un message qui est très fort, qui est envoyé à tout le monde. Ou dans une société sur laquelle la performance est devenue le mot d'ordre, on va dire, là on a en fait cette porte ouverte à pouvoir s'écouter, se soigner et pouvoir revenir et avoir sa place. Donc c'est un message très fort qui est quand même envoyé. La deuxième chose pour l'entreprise où c'est intéressant, c'est que c'est du know-how qui revient. C'est un savoir, un collaborateur qui s'en va. Moi je dis toujours quand ce sont des collaborateurs qui sont là depuis un certain temps et même pour les autres, c'est toujours un savoir qui s'en va et donc c'est toujours intéressant pour elles de le récupérer et de pouvoir aussi, je dirais, sur base de ces nouvelles compétences dont on parlait tout à l'heure, pouvoir voir comment est-ce qu'elles pourraient au mieux utiliser ces nouvelles compétences et ce que le collaborateur apporte avec lui. La troisième chose pour laquelle c'est intéressant, c'est que le marché du travail est très tendu. Extrêmement tendu. Il y a beaucoup d'entreprises qui rencontrent des grandes difficultés à pouvoir engager et à trouver certains profils. Il est clair que de plus en plus, de ce que moi j'entends, de ce que je lis, je pense qu'on va aller vers une nécessité de vraiment s'occuper et de valoriser les compétences qu'on a en interne pour ne pas devoir aller les chercher en externe où ça peut prendre énormément de temps, coûter beaucoup d'argent, tandis que si on veille sur ses collaborateurs et on est vraiment dans cette culture des ressources humaines, alors ça peut changer la donne. Ouais, effectivement, c'est de belles perspectives. Et après, de toute façon, je sais pas comment ça se passe en Belgique, mais est-ce qu'il n'y a pas une protection de l'employé? Bon, de toute façon, il revient de maladie. Est-ce que l'employeur peut virer la personne sous prétexte que elle est moins compétente ou parce qu'elle a une maladie? Alors, il y a une protection, c'est-à-dire qu'en Belgique, il y a une loi qui a été développée qui fait une protection sur le retour au travail. Et donc maintenant, il y a tout un parcours qui est balisé, qui doit être suivi par l'employeur et par l'employé, de façon à le protéger un maximum par rapport à son retour au travail. Maintenant, ça n'empêche pas les licenciements de prendre la place. En gros, mais très, très schématiquement, cette loi dit que l'employeur, si l'employé n'est plus en état de faire son travail, doit chercher un autre poste dans l'entreprise et s'il n'en trouve pas, alors à ce moment-là, il a effectivement une autorisation de pouvoir procéder à un licenciement. Mais de nouveau, c'est vrai que cette loi existe et que son but est de protéger, mais elle ne protège pas toujours, il faut être honnête. Et voilà, donc, mais elle a le mérite d'exister et ce que le gouvernement va mettre en place de plus en plus aussi, c'est des personnes qui vont être chargées au sein d'organismes bien spécifiques de prendre toutes les personnes qui sont en interruption de longue durée et de voir avec elles de quelle façon est-ce qu'elles peuvent reprendre le travail et comment est-ce qu'on peut les remettre dans le circuit du travail. Donc il y a une prise de conscience, mais les initiatives par rapport au cancer lui-même sont beaucoup plus des initiatives privées, dont celles notamment qui sont prises par la Fondation contre le cancer en Belgique et d'autres organisations qui sur le terrain travaillent à ça, mais qui ne sont pas forcément, comment dire,
ce n'est pas des organisations qui ont pignon sur rue comme une commune ou comme comme une institution. Ce sont des institutions privées qui prennent ça plus en charge en proposant des programmes ou du support d'une façon ou d'une autre. Mais c'est en train de se développer et on sent que les choses sont en train de bouger. Okay. Ouais, parce qu'aussi il doit y avoir beaucoup de demandes aussi pour très peu est-ce qu'il y a beaucoup plus de demandes que de possibilités au personnel d'accompagner ces personnes-là aussi? Alors, la réalité de notre Belgique, c'est que j'imagine que tu le sais, on est divisé en 3 régions. Oui. Donc, il y a la région néerlandophone, la région francophone et la région wallonne. Alors, en Flandre, il y a un programme qui est vraiment très, très bien fait. Et qui est soutenu lui en partie par des fonds régionaux et qui permet à des personnes d'avoir un coaching gratuit. Donc ce programme-là fonctionne très très bien. Sur la Belgique francophone, il n'en existe pas encore. Je garde le pas encore parce que je reste. J'espère qu'un jour ce genre de programme pourrait être mis en place du côté où moi je travaille en tant que coach et je ne suis pas la seule sur le terrain. On est beaucoup. Donc oui, il y a effectivement un mode de fonctionnement qui est un peu différent. Alors par rapport aux demandes. De nouveau, j'ai pas de vue sur ce qui se passe du côté néerlandophone. Je sais que ça fonctionne bien, que c'est un système qui fonctionne bien et qui permet, parce que ça aussi, tu vois, c'est un autre aspect qui est délicat dans le métier que je fais aujourd'hui. C'est que quand j'ai un accompagnement qui est payé par une entreprise, ça ne coûte rien à la personne. Mais très souvent, quand des personnes veulent retourner au travail, il faut pas oublier une chose, c'est qu'elles ont été précarisées financièrement par l'impact du coût de la maladie. Donc, être à la mutuelle pendant une période aussi longue laisse des traces parce qu'il y a une baisse notoire des revenus et donc ça impacte la vie à plein de niveaux différents. Donc ça aussi, c'est en tant que coach, parfois c'est compliqué et moi, il m'arrive d'avoir des personnes devant moi qui me disent le montant que vous demandez pour votre coaching, je sais pas le payer et moi je dis vous donnez ce qui est juste pour vous. C'est ma part du colibri. Ouais, c'est sympa, oui, effectivement. Ouais, en plus, si l'entreprise ne prend pas ça en charge, t'es indépendante totalement dessus ou tu travailles avec la Fondation du cancer en Belgique? Alors moi, je travaille avec la Fondation contre le cancer, mais pas en tant que coach. Donc la Fondation, il y a quelques années d'ici, 5 ans, on était toute une équipe de coachs. Et comment est-ce que ce coaching de retour au travail, tout ce projet de la fondation est né, c'est parce qu'avec plusieurs coachs, aussi bien néerlandophones que francophones, nous sommes retournés vers la fondation et on a dit voilà, nous sur le terrain, et plusieurs d'entre nous avaient eu le cancer, et on a dit nous, on se rend compte que sur le terrain il y a une demande, mais qu'il n'y a pas vraiment de réponse. Et nous, ce qu'on aimerait, c'est mettre un projet en place avec l'aide de la fondation pour essayer de créer quelque chose qui soit viable et qui soit efficace. Et donc on a travaillé pendant très longtemps. Et donc aujourd'hui, qu'est-ce que ça a donné? Ça a donné en fait une formation certifiante qui est donnée par la Fondation contre le cancer, où il y a des coachs. Donc moi, je suis la coordinatrice de cette formation avec ma collègue néerlandophone. Et à nous deux, on a développer tout ce qui était contenu. Maintenant, moi, je fais tout ce qui est le suivi des coachs. Donc, vraiment au niveau des différentes formations qui sont données, de les aiguiller, de les aider, d'apporter un maximum d'informations. Et puis, dans un deuxième temps, il y a un autre projet qui sera mis en place par la Fondation, mais dont je ne vais pas parler maintenant parce que il sera incessamment sous peu dévoilé, mais qui sera un projet vraiment très intéressant aussi, qui sera aussi pour apporter du support pour le retour au travail après le cancer. Donc la Fondation a pris ça à bras le corps et on est plusieurs coachs, on est restés 3-4 à avoir vraiment travaillé d'arrache-pied. Donc aujourd'hui, on est très contents parce qu'il y a maintenant plus de coachs certifiés sur le terrain, donc des personnes qui ont vraiment suivi une formation spécifique, qui donnent les outils, qui explicitent comment est-ce qu'on crée un trajet de retour au travail, quels sont les éléments importants, aussi bien en Belgique francophone qu'en Belgique néerlandophone. Et donc ça permet d'avoir des points de relais sur le terrain. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. Ces personnes peuvent être n'importe qui, quoi.
Alors, tant qu'elles ont passé la formation, alors ces personnes peuvent pas être n'importe qui justement. Donc c'est là que ma collègue néerlandophone et moi nous avons fait une sélection. Donc l'idée c'était mais quels sont les critères qu'on demandait pour ces coachs et donc les critères qu'on avait c'était notamment d'être coach déjà, donc coach certifié, d'avoir suivi une école de coaching et deuxièmement d'avoir une connexion avec la maladie d'une façon ou d'une autre. Et lorsqu'on a eu les entretiens, on a vraiment creusé la motivation de ces coachs. Donc nous, ce qu'on n'avait pas envie, c'est que cette certification soit une Xème certification, soit un diplôme pour faire joli. On voulait vraiment trouver des personnes qui soient investies et qui aient envie d'apporter sur le terrain, de faire cette différence et d'être là, puisque cette approche est vraiment très spécifique. Ah oui, tout à fait. Oui, non, c'est très intéressant et la démarche est intéressante et effectivement de prendre ça en compte pour pas aussi se retrouver peut-être avec tout un panel de coachs qui viennent de divers endroits et qui font cette formation et qui sont peut-être pas forcément, en tout cas, non le recul nécessaire pour apporter de l'aide nécessaire, quoi. Oui, c'était important parce que cette approche, coacher quelqu'un qui a eu le cancer ou qui a le cancer ou même qui est avec un cancer chronique est pas forcément facile. Il y a tout cet aspect de recul émotionnel, de perception, c'est important, très important de se faire superviser aussi. Donc de pouvoir soi-même aussi pouvoir lâcher un peu tout ce qui se passe pendant ces entretiens. Mais ce que je voudrais surtout dire et qui est pour moi aussi très important, c'est que ces coachings en fait et j'ai plusieurs de mes collègues, on partage ce même ressenti, c'est qu'en fait ces coachings, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, sont générateurs d'énergie et pas du tout de lourdeur. Parce que on avance dans ce processus, on essaye de trouver des solutions ensemble. L'idée, c'est que le coaché trouve lui-même ses solutions. Nous, en tant que coach, la seule chose qu'on fait, lui, il trace son chemin et nous, on met des petites lumières sur le chemin, c'est tout. Mais c'est lui qui trouve lui-même ses solutions et qui va se reconnecter. Ce qu'on va l'aider, c'est à se reconnecter à ses ressources. En fait, c'est plutôt ça notre rôle. Mais c'est vraiment pour nous très porteur de voir comment ça peut se solutionner et comment est-ce que les gens arrivent à reprendre le volant de leur vie et de se dire ça y est, je suis le nouveau pilote de ma vie après avoir été placé dans un carcan médical qui parfois a été très lourd et très long. Ouais, les aider à retrouver leur autonomie et leur défense. C'est vraiment l'autonomie. Pas être dans l'assistanat, quoi. Oui, l'autonomie et l'empowerment. On n'est pas du tout dans l'assistanat. C'est pas du tout notre vocation. Ouais, tout à fait. Tu sais s'il y a ça en France également ou... Alors vous avez plein de belles initiatives en France qui ont d'ailleurs qui moi m'ont inspiré. Donc il y a en fait plusieurs associations. Il y a Cancer at Work qui fait un travail formidable. Il y a aussi We Care at Work. Donc Cancer at Work. Moi j'adore leur démarche parce que ils font même du speed dating de personnes qui ont eu des cancers et qui vont pouvoir aller à la rencontre de RH. Donc je trouve qu'ils font un travail formidable et ils font ça dans pas mal. Ils ont déjà créé plusieurs fois des salons, donc ils ont une activité qui est vraiment pour moi inspirante. Ce qu'il y a aussi, c'est que on a We Care at Work avec Anne-Sophie Tuzinski qui fait aussi un travail formidable sur le terrain. Vous avez aussi c'est My New Me avec Loose Dance qui a écrit un livre avec toutes des personnes qui avaient eu le cancer et qui sont des témoignages. Donc c'est vraiment et qui portent en fait vraiment ce message au niveau des RH. Comment t'écris ça? Pardon, excuse-moi Andrea. C'est My New Me. Ah, c'est le C de cancer, oui. Ok, d'accord, ok. Voilà. D'accord. Donc c'est My New Me, donc ça, je conseille vraiment d'aller lire et surtout de la suivre parce que c'est quelqu'un d'engagé, d'inspirant, c'est une femme formidable. Et puis vous avez aussi en France quelqu'un de très important qui est le docteur Toledano, qui lui a une chaire sur la médecine intégrative en fait. Tout à fait, oui, j'ai parlé avec, c'était le 5e épisode, je crois, du podcast avec une femme qui faisait de la nutrition justement dans le centre. Oui. Et oui, j'essaie de parler avec Alain Toledano, mais il était très occupé. J'ai pas encore réussi à
Mais c'est un homme qui ça vaut la peine de l'écouter, et puis ce qu'il préconise est très intéressant parce qu'il ouvre la porte à cette approche intégrative du cancer, et ça c'est pour moi c'est l'avenir, c'est vraiment ça. Et ce que j'espère, c'est qu'avec tout ce travail qui est fait aussi bien en France qu'en Belgique, on va arriver à un moment donné à une intégration du coaching dans le parcours du cancer comme un soin médical autre, c'est-à-dire que on va se rendre compte de la nécessité qu'il y a pour le patient d'avoir cette aide, parce que très souvent, ce qui se passe, c'est que le patient il va être suivi par un psychologue pendant tout le temps qu'il est malade, mais une fois qu'il retourne au travail, il est souvent très très seul. Et là, ce que moi j'appelle et je nomme, parce que je l'ai vécu en tant que tel, mais quand je discute avec d'autres patients, j'ai souvent ce retour-là, c'est la solitude du guéri en fait. Ah oui, parce qu'on est guéri. Je voulais qu'on en parle, ouais. Oui. Un petit peu. Et on est guéri et on est tout seul, parce que pendant tout le temps qu'on a été malade, on avait un médecin, on avait un oncologue, on avait une infirmière coordinatrice, on avait des tas de gens autour de nous pour nous dire quoi faire, comment faire, quand le faire, ce qui parfois était un peu lourd parce qu'on a le sentiment qu'on n'est plus du tout pilote de sa vie et que toute autonomie est retirée. Et puis du jour où on est guéri, on sort de cette espèce de prison médicale et la porte s'ouvre, et là on est là aussi, mais qu'est-ce que je vais faire, quoi. Et souvent c'est là que ça devient très compliqué, parce que l'après est pas du tout géré avec cette même présence, ce même suivi que l'avant. Donc on se dit, le premier contrôle, c'est dans 6 mois. Comment je gère mon stress pendant 6 mois, de me dire, est-ce qu'à ce contrôle, ce sera revenu, pas revenu, etc. Grand point d'interrogation. Ouais. Je voudrais retourner au travail, comment est-ce que je dois m'y prendre? À la sortie de l'hôpital, quand on vous dit que vous êtes soit en rémission, soit guéri, on vous dit pas forcément comment est-ce que vous devez reprendre le travail. Donc, toutes ces choses-là mises l'une dans l'autre ne sont pas forcément évidentes, et donc c'est là que le coaching vient vraiment jouer un rôle intéressant, parce que là, ça va être vraiment toute cette préparation, c'est comme un bilan en fait. Là, on va juste dire aujourd'hui, ok, à cet instant T, qu'est-ce que je suis encore capable de faire, qu'est-ce que je suis plus capable de faire, comment est-ce que je vais mettre ces choses-là en place, comment je vais dialoguer avec mon employeur, et tout ça, c'est des choses hyper importantes. Et à ce moment-là, très souvent, la personne est toute seule. Et ce qui se passe, c'est que, contrairement à tous les soins médicaux et tout le support qui est donné avant, en ce compris le support qu'on peut avoir d'un psychologue, le coaching, s'il n'est pas payé par l'employeur, c'est la personne qui doit le payer lui-même, et c'est pas forcément évident, parce que il y a cette précarisation financière qui vient du fait d'avoir payé tous les frais et d'avoir été sur la mutuelle pendant une période très longue. Ah ouais. Ouais, donc en fait, on est totalement on est seul, quoi, face au combat, une fois qu'on est, parce qu'on est accompagné, on se dit on travaille plus, donc on a une espèce, un cadre qui nous est imposé. Oui. Le cadre médical, mais qu'une fois que c'est fini, c'est limite, on se dit, on sort et qu'est-ce qu'on fait? Je sais quoi la première étape? Et ça, oui, c'est ça la question, c'est quoi la première étape après? Oui, c'est exactement ça. Les médecins n'en parlent pas du tout, en fait. C'est quelque chose qui... Alors, c'est pas qu'ils en parlent pas, mais beaucoup de médecins... Je vais pas généraliser, parce que j'aime pas généraliser, parce que ça a enfermé les gens dans les boîtes, et je trouve que c'est pas très cool. Moi, je peux juste parler de ma propre expérience et de celle que j'ai vécue avec certains de mes coachés. Ce qui se passe, c'est que ce qui est important pour le médecin, c'est le pronostic. Donc, c'est est-ce que vous êtes guéri, pas guéri. Donc ça, c'est très important. Mais quelque part, je pense que c'est normal que lui s'occupe pas du reste, parce que lui, son rôle, c'est de traiter la maladie. C'est pas de traiter la vie du patient, c'est pas de traiter son travail, c'est pas. Donc, moi, je trouve que ce retour au travail, c'est le chaînon manquant, en fait. Ouais, okay, et quand je dis retour au travail, c'est aussi retour à une vie active. Donc, je pense aussi aux femmes qui ne travaillent pas et qui se retrouvent à la maison. Et qui doivent tout d'un coup assumer une maison toute seule, avec les lessives, faire à manger, les enfants, les devoirs. Voilà, donc c'est pas forcément plus facile non plus. Je pense que c'est un accompagnement plus global. Oui. Donc c'est vraiment ce chaînon manquant qui doit être là, et toi, c'est ton rôle, c'est de en tout cas avec d'autres personnes, d'aider ces personnes. Tout à fait. Oui, et il y a des très belles initiatives qui sont prises parce que justement, on se rend compte de plus en plus de cet après, et notamment il y a aussi un autre aspect qui rentre en compte et dont on parle de plus en plus, c'est ce qu'on appelle l'onco-esthétique. Donc c'est aussi toute la gestion
du corps après la maladie et même pendant la maladie. Donc, au moment où on perd ses cheveux, on perd ses cils, on perd ses sourcils, c'est en fait une esthétique qui va vraiment être orientée vers tous les effets secondaires des traitements sur les différentes parties du corps et qui va aider la personne, et ça peut être homme ou femme, hein, parce que c'est vraiment les deux, à garder une image qui va être que la personne va pouvoir gérer pendant la maladie et après, parce que les cheveux ne repoussent pas tout de suite. Quand ils repoussent, c'est du crin de cheval, donc ça ne se dompte pas facilement, et c'est pas forcément non plus de la couleur que c'était avant. Donc c'est toutes des choses qui vont impacter l'image en soi de la personne, mais c'est aussi sa confiance en lui et l'estime de soi aussi. Donc tout ça, y a beaucoup de ça a choses besoin d'être pris en charge aussi. Ça s'appelle onco-esthétique. C'est un nouveau domaine qui... C'est un domaine qui est en train de... Oui, il y avait avant ce qu'on appelait de l'esthétique sociale. Donc, c'était des esthéticiennes qui allaient notamment dans des EHPAD ou dans des lieux où, comme les hôpitaux, où les patients n'ont pas toujours l'occasion de pouvoir faire venir un coiffeur, une maquilleuse ou des choses comme ça. Et là, dans l'onco-esthétique, c'est vraiment des personnes qui sont spécialisées. Je donne un exemple, la chimiothérapie a vraiment un impact très très important sur les ongles. Les ongles peuvent devenir se dédoubler, se casser, et on a vraiment des ongles qui ressemblent plus à rien. Mais ils vont travailler avec des produits spécifiques pour ce type de problématique. Si par exemple on sait qu'une personne va avoir une chimiothérapie et qu'avec cette chimiothérapie elle va perdre ses cils et ses sourcils, on peut aller voir en fait une tatoueuse qui va faire ce qu'on appelle de la dermopigmentation. Donc elle va recréer des cils et des sourcils à la personne, de façon à ce qu'au moment où ça tombe, elle n'ait pas ce masque qui est là, où il n'y a plus du tout d'expression, parce que les sourcils et les cils contribuent énormément à l'expression du visage. Et donc, une fois que la personne va perdre ses cils et ses sourcils, elle va garder son expression, donc garder aussi quelque part cette image d'elle-même. Donc, ça a vraiment un impact certain sur la façon dont on peut gérer au niveau corporel la maladie. Ok, ouais, c'est intéressant. On n'imagine pas toutes ces problématiques-là. Enfin, de toute façon, quand on vit pas les choses, c'est compliqué de vivre tout ça, et c'est bien de prendre la perspective et de voir tout ça, quoi. Parce que c'est vrai que, et enfin, tout ce que tu me dis, tu le vois un peu avec, peut-être avec ce que tu entends autour de toi, peut-être des expériences de personnes qui vivent tout ça, mais ça reste quand même assez superficiel, et comme c'est des sujets qui sont compliqués aussi à aborder, qui sont pas évidents, t'as pas forcément, en tout cas personnellement, moi j'avais pas forcément conscience de tout ça, donc non, c'est intéressant. Du coup, aujourd'hui, c'est quelles seraient les premières étapes, qu'est-ce que tu conseillerais une femme qui vient de terminer qui vient d'être en rémission et qui souhaite réintégrer sa vie professionnelle? C'est quoi le processus? Est-ce que je vais voir quelqu'un? Est-ce que processus, alors c'est compliqué à répondre comme question, parce que chaque parcours est unique. D'accord. L'énergie de l'un n'est pas l'énergie de l'autre, la façon de gérer la maladie de l'un n'est pas la façon de gérer la maladie de l'autre, les effets secondaires et plein de choses rentrent en ligne de compte. Je pense que ce qui est important, une fois qu'on sait qu'on a envie de retourner au travail, quel que soit le moment dans son parcours, c'est de faire ce fameux bilan, comme je te disais tout à l'heure, un bilan émotionnel, un bilan corporel et un bilan cognitif aussi. Donc c'est dire où j'en suis dans ces trois cases-là. Donc je pense c'est vraiment important pour se dire qu'est-ce que je suis capable de faire aujourd'hui. Et moi j'insiste vraiment très très fort avec les personnes que j'accompagne sur ce point-là, en disant ce que vous êtes capable de faire aujourd'hui, c'est un instant T de votre ligne de temps. Donc ça veut dire que c'est aujourd'hui. On est au mois d'avril, le 3 avril, c'est le 3 avril aujourd'hui ce que vous êtes capable de faire, mais ça peut changer au mois de juin, comme ça peut changer au mois de septembre, comme ça peut encore continuer à évoluer, ça va peut-être prendre du temps ou pas, on n'en sait rien, mais en tout cas, bien le baliser comme un point sur une ligne de temps et pas comme quelque chose qui est figé. Parce que c'est ça, surtout, c'est cette acceptation de ces limitations qui peuvent apparaître parfois ou pas. Parce qu'attention, il y a des gens qui reprennent le travail à temps plein, pour qui ça se passe bien, et il n'y a pas de souci. Mais il y en a d'autres pour qui c'est plus compliqué. Donc, je pense que c'est vraiment revisiter
C'est être honnête avec soi-même, en fait. C'est se dire, tiens, aujourd'hui, qu'est-ce que je me sens capable de faire? Et se retirer, ça c'est aussi quelque chose d'important, c'est se retirer cette culpabilité, cette obligation d'être au top. De se dire, moi, si je dois reprendre à temps plein. Ah ouais, il faut que je sache tout faire, il faut que... Et dès qu'on commence à dire, il faut, je dois, c'est pas bon. J'irai pas jusqu'à la claque, mais moi, il y a quelque chose que j'utilise beaucoup et c'est un super chouette outil. Et c'est mon mentor coach qui merci Fabienne, qui me les a fait découvrir et qui était vraiment important pour moi, c'est les accords Toltec, en fait. Et les accords Toltec, il y en a un qui dit je fais de mon mieux. Ouais, et fais de ton mieux, c'est à ça que j'invite les coachés, c'est vraiment de dire là, aujourd'hui, vous faites de votre mieux, et donc aujourd'hui, faire de votre mieux, qu'est-ce que c'est? Ou qu'est-ce que ça pourrait être? Et on commence à explorer ça ensemble. Très Parce juste, que c'est eux qui sont les plus à même, ils sont dans leur corps, ils sont dans leur ressenti, c'est eux qui sont les plus à même à définir quelle est la limite et jusqu'où ils sont capables d'aller. Ok. Ouais, très juste. Et d'ailleurs, le livre, c'est un excellent livre. Enfin, c'est du bon sens au final. Oui. Mais c'est un bon livre qui mérite d'être lu par le plus grand nombre et qui mérite d'être oui, les 4 accords Toltec de Don Miguel Ruiz. Oui, effectivement. Voilà, c'est ça. Je mettrai le lien dans la description. Ouais. Oui, et le deuxième accord Toltec avec lequel je travaille beaucoup à ce moment-là, c'est que ta parole soit impeccable, dans le sens de les inviter à être extrêmement bienveillants vis-à-vis d'eux-mêmes. Parce que ça, c'est dans justement le « il faut, je dois », il y a quelque chose où on se respecte pas tout à fait, où on se met, quand on dit « il faut, je dois », on met déjà la barre très haut et puis on se met un poids qui est quand même assez important sur les épaules, alors que si on dit « j'ai envie, j'ai besoin, j'aimerais bien », on est dans une énergie qui est beaucoup plus, qui sort de soi et qui part de soi pour aller vers l'extérieur, et on n'est pas dans une injonction comme un « il faut » et « je dois ». Ok. Ouais, ok, très juste. Ouais, non, mais c'est vrai, on a beaucoup tendance à dire il faut que, hein. Enfin, moi le premier, je dis il faut que, je dois, et on l'utilise à tour de bras, et c'est effectivement, c'est bien de le... Ça paraît tellement évident, mais après, le vivre, l'appliquer, c'est quand même... C'est compliqué parce que ici, il y a une grande culpabilisation la culpabilité, qui est faite parce que les ex-patients, ils entendent beaucoup de choses et ça peut être parfois de l'entourage et c'est pas méchant, mais c'est les gens qui disent tu crois pas que tu t'es assez reposé maintenant? Je sais pas, peut-être. Il y a une chose qu'on oublie parfois, c'est que, et c'est vraiment quelque chose qui revient très souvent et que j'entends aussi de mes collègues, c'est que le cancer, c'est la connexion à sa finitude, hein. Quand on entend le mot cancer, chez beaucoup de gens, le mot mort est jamais très loin, hein, donc où il y a vraiment une urgence vitale, et donc c'est très très dur, et il faut le temps de se remettre d'une annonce pareille, et on a souvent des priorités qui sont impactées, des valeurs qui sont impactées, un sens de la vie qui est impacté, donc tout ça c'est beaucoup de changements, et donc on peut pas reprendre sa vie comme ça du jour au lendemain en disant hop c'est bon, fini, hop, j'y retourne. Alors, il y en a certains qui arrivent et ils ont toute mon admiration. Je ne sais pas comment ils font, j'aimerais beaucoup la recette. Mais je suis plutôt confrontée à des personnes qui ont cette difficulté de se réancrer dans une réalité dans laquelle il y a beaucoup d'injonctions à être au top, à être performant, à être le meilleur, et donc voilà, donc quand on revient et qu'on dit moi je vais travailler à temps partiel puis je vais plus tout faire tout ce que je faisais avant, et qu'on a été malade pendant très longtemps, il y a ce côté t'as été malade, tu t'es reposé. Oui, mais il y a encore beaucoup de choses qui sont là, qui sont présentes et qui sont à gérer. Et eux, ils n'ont qu'une seule envie, hein, c'est clore le chapitre, hein. Ça, c'est vraiment pour eux, c'est mais quand est-ce que je vais pouvoir mettre un terme à ça? Donc, les frustrations, elles sont de part et d'autre. Ouais, tout à fait. Après, ce que tu disais, juste pour rebondir, quand reprendre comme si de rien n'était, c'est peut-être aussi, je sais pas, une forme de déni aussi, de se dire, ok, j'ai ça, je vais faire comme si de rien n'était et je reprends ma vie, mais finalement, enfin, si on s'en occupe pas, même d'un point de vue personnel, hormis le côté soins médicaux qui sont, voilà, on va les faire, mais
peut-être que ça nous invite aussi à nous poser des questions, comme toi, tu as eu d'ailleurs avec ces deux expériences. C'est un peu ça qui m'est arrivé. Donc, quand moi je dis ça, je pense que quand j'ai repris le travail, j'ai voulu faire comme si, quelque part, comme si rien ne s'était passé. Et c'est pour ça que pour moi, alors que ma gynécologue me disait très clairement, Andrea, mais non, enfin, est-ce que tu te rends compte que tu as eu 3 opérations en 1 an, plus des traitements très lourds. Je suis pas persuadée du tout que ce soit une bonne idée de reprendre à temps plein. Et moi, je suis repartie bien en tête en disant, mais non, écoute, là, je suis guérie, là, parce que je commence à trouver le temps long aussi, puisque la dernière opération s'était passée le 30 juin et on était fin septembre, et elle me disait, tu recommences pas avant le 1er novembre. Et moi, j'étais en train de me dire, purée, elle me colle encore 1 mois. Donc, sans me rendre compte du tout que, en fait, le premier jour, il allait falloir de nouveau se lever très tôt, conduire les enfants à l'école, assumer ma journée de travail, assumer les devoirs le soir, les entraînements, parce que mes fils étaient 2 grands sportifs, donc il y avait 3 entraînements par semaine, les matchs les week-ends. Et donc très très vite, j'ai commencé à tirer la langue parce que ça devenait très très lourd. Parce qu'en plus de ça, les effets secondaires ne sont pas sortis tout de suite, ils sont sortis bien après. Et moi, j'ai eu beaucoup de chance, j'avais pas un traitement hormonal en plus, donc mais déjà rien que les effets secondaires que j'ai eus ont été très lourds. Et donc tout ça mis l'un dans l'autre, ça m'a rattrapée parce que au travail, j'ai à un moment donné, j'ai commencé à décrocher, et puis j'ai eu des prises de bec avec un peu tout le monde parce que j'étais fatiguée, et surtout j'avais cette peur d'avoir cette espèce de grande étiquette collée sur le front de elle a été malade, elle a eu un cancer. Et moi je voulais montrer à tout le monde que non, c'est pas parce que j'étais malade que je ne sais plus réfléchir, que je ne sais plus travailler. Non, je peux fonctionner. Ouais, ça c'est dur à gérer, d'autant plus quand j'imagine la boîte et l'entreprise est grande. Et donc, l'équipe est plus grande, et donc il y a peut-être forcément aussi moins d'affinités. Donc, c'est difficile, j'imagine. Moi, j'étais pas forcément dans une grande boîte, mais ce qu'il y a eu, c'est que quand je suis revenue, j'avais vraiment à cœur de prouver que j'étais encore là, que j'étais capable de faire mon travail. J'adorais mon métier. Donc pour moi, c'était aussi me reconnecter à ma vie d'avant. Et ça, c'est, je pense, la plus grande leçon que j'ai tirée du cancer et par après du burn-out, c'est vouloir revenir comme avant, c'est une erreur. Parce qu'on n'est plus comme avant et on ne sera plus jamais comme avant. Donc c'est vouloir. Je pense qu'aujourd'hui, si j'étais moi à ce moment-là quand je retourne travailler, je me dirais mais qui je peux être aujourd'hui, qui je veux être aujourd'hui, comment est-ce que je peux être aujourd'hui. Mais là, j'ai voulu absolument repartir sur le même tempo avec les mêmes choses que ce que je faisais avant. Et là, je pense que c'est l'erreur que j'ai commise personnellement parce que j'étais plus en état de le faire, plus du tout. Ouais. Alors qu'à la place, il faudrait mieux se poser la question, qui est-ce que j'ai envie d'être maintenant ? Oui. Ou qu'est-ce que je veux être ? Et qu'est-ce que je veux être ? Oui. Ouais. Okay. Et c'est ça qui m'a amené au coaching, en fait, parce que je voulais absolument cette épreuve. Moi, je dis toujours, le cancer m'a beaucoup plus apporté qu'il ne m'a pris. Parce que j'ai tellement grandi, j'ai reçu tellement de choses, j'ai appris tellement de choses sur moi-même. Je pensais que j'étais une petite nana pas capable de grand-chose. Et puis le cancer est arrivé, et là, les traitements ont quand même été très lourds, et ça m'a beaucoup touchée. Ça a été vraiment compliqué. En plus, mes enfants étaient petits, donc il a fallu gérer ça aussi. Et l'un dans l'autre, après, je me disais, mais qu'est-ce que je pourrais faire de cette expérience ? Alors pendant que j'étais malade, j'ai écrit un blog où mais les blogs n'étaient pas comme maintenant puisque ça remonte à 2005. C'était le tout début. Donc on peut pas dire que j'ai brillé par mon succès. Et puis j'avais cette frustration. Je me disais mais qu'est-ce que je vais faire avec tout ça ? Et puis après avoir perdu mon travail, je suis repartie dans les RH. Et puis j'avais souvent des collègues qui me disaient mais quand tu vois des candidats, et j'avais même des candidats qui me disaient, vous savez, Madame Cornet, quand on vient vous voir, on sait pas très bien qui on est, mais quand on sort, on sait très bien qui on est. En plus, on est reboosté, on se sent mieux, etc. Peut-être que je fasse quelque chose avec ça. Et puis, j'ai suivi, j'ai décidé alors à ce moment-là, je me suis dit, pourquoi pas le coaching ? Peut-être que ce serait une idée, mais c'était pas forcément avec le cancer, c'était plus par rapport à mon travail. Et là, ça a été cette recherche de qu'est-ce que j'allais faire avec tout ce que j'avais vécu, et comment est-ce que je pourrais au mieux
aider en fait des personnes qui passeraient par le même questionnement que moi. Et je suis arrivée à l'école de coaching et donc le premier jour on était assis en cercle et donc le coach qui présentait et qui allait être notre guide à tous, dit ben voilà, ce serait intéressant de faire un tour du cercle pour apprendre à vous connaître et de dire mais qu'est-ce qui vous motive à devenir coach. Et donc le premier parle, le deuxième. Et moi je voyais le cercle avancer et j'étais là en train de me dire mais qu'est-ce que je vais dire. Et puis c'est arrivé à mon tour et là ça a été un éclair dans la nuit. Et en 30 secondes chrono, je savais ce que je voulais faire. J'ai dit, ben voilà, moi, je veux être coach pour les personnes qui retournent au travail et qui ont eu le cancer. Et là, j'ai vu 25 têtes se retourner et se dire, ambitieux comme programme. Et c'est à partir de ce moment-là que la vocation de ce que je fais aujourd'hui est née, en fait. Ah, t'as été possédé pendant 30 secondes. 30 secondes, oui, ça a été mais voilà, Andrea! Donc, Excellent. Ouais. Ah, comme quoi, donc c'était, avec du recul, c'était, on va dire un cadeau, ou je sais pas si le mot il est approprié, mais le cancer, ces deux expériences ont été des bénéfiques. Oui. Est-ce que tu as su comment le prendre aussi? Enfin, oui, je pense qu'en fait, ça a fait de moi une meilleure personne. Ça a fait de moi une personne plus courageuse, plus résiliente aussi. Et puis surtout, ça m'a ouvert les yeux sur des perspectives de moi-même et de la vie que je n'avais pas du tout. J'ai toujours dit, avant le cancer, j'étais une maman célibataire, j'élevais seule mes enfants et je galérais, je ramais, j'attaquais la falaise financièrement tous les mois. Après le cancer, j'étais une maman célibataire de 2 enfants, je galérais financièrement, je ramais, j'attaquais la falaise, mais j'étais en vie. Et j'ai vu des gens mourir autour de moi. Pendant que j'étais à l'hôpital, j'ai vécu une amitié extraordinaire pendant le cancer. Donc la première fois que je suis hospitalisée, quand on sait pas du tout ce que j'ai, je me retrouve aux urgences à l'hôpital en train de me vider de mon sang, tout le monde se demande ce qui m'arrive. Je me retrouve en fait dans une chambre avec une femme qui avait un cancer qui se généralisait, mais qui avait une pêche extraordinaire. Et on est très vite devenues copines. Mes copines au point que vraiment c'était quand à chaque hospitalisation, moi je disais je veux être avec elle. Donc je réserve ma chambre. Je vais en chambre de 2 et je vais avec elle. Et Antonia était une femme vraiment extraordinaire. Et donc tout mon parcours, j'ai chaque fois fait en chambre avec elle. On se retrouvait à chaque fois. Et puis arrive la dernière opération où rentre en fait un superbe médecin dans la chambre et quand elle le voit rentrer, elle me dit tout de suite ça c'est pas pour moi, c'est pour toi. Donc j'ai dit écoute, je te remercie. Et puis ce médecin me dit voilà, ça c'était la dernière opération et tout ça. Donc ici il y aura plus d'opération, plus d'examen, juste en contrôle et on se retrouve au mois de septembre. Et après je devais aller chercher mes résultats, comme je te l'ai expliqué tout à l'heure. Et donc au mois d'août, quand je suis rentrée de vacances, après ce mois que j'avais passé en Turquie chez mes beaux-parents, j'ai voulu aller la voir. Et quand je suis arrivée à l'étage, j'ai vu à la tête des infirmières que c'était pas bon. Donc j'ai dit où elle est. Ils m'ont dit écoute, elle est plus dans ce service ici. Elle va très très mal. Elle est dans un autre service et elle est dans ses derniers jours, quoi. Et donc là, j'ai été dans ce service. Et quand je suis arrivée, mais tout à fait par hasard, il y avait une des infirmières du service où nous avions été toutes les deux, qui était là. Puis elle me dit, t'es venue la voir? Je dis, oui. Elle me dit, mais c'est extraordinaire. Je dis, mais je pense tout même pas que j'allais l'oublier. J'ai traversé tout ça avec elle. Et donc, je veux être là aussi pour ce qui se passe maintenant. Et puis, je suis allée dans sa chambre et elle était dans le coma depuis à peu près 2 jours. Et puis, moi, je me suis mise près d'elle et je ne sais pas si c'était du coma ou si c'était un sommeil profond, mais en tout cas, elle reprenait plus connaissance. Et puis, j'étais près d'elle, je lui ai pris la main et puis j'ai dit, écoute, je suis là, je suis venue te faire un petit coucou, je suis rentrée de vacances, je suis toute bronzée, je vais pouvoir draguer tous les médecins de l'hôpital. Enfin, je lui ai raconté plein de choses comme ça. Et puis, à un moment donné, elle a ouvert les yeux, elle m'a dit, tu es venue? J'ai dit oui. Puis elle les a refermés et elle est morte 2 jours après. Et c'est, je suis encore très émue. C'est émouvant, mais moi, ça là, tu me racontes l'histoire, j'ai des frissons, c'est touchant. Je suis encore très émue d'en parler aujourd'hui parce que,
On a fait ce parcours ensemble. On a vraiment fait. Et c'est pour ça que quand après on m'a dit que j'étais en rémission, je me suis dit pour tous ceux et toutes celles qui s'en sortent pas et qui parce que c'est une loterie, c'est pas une question d'énergie, de temps ou de quoi que ce soit d'autre, c'est que voilà, la maladie parfois elle frappe plus fort et même des gens qui ont très envie de guérir et qui mettent le temps, l'énergie et qui font tout ce qu'il faut, mais voilà, c'est certains s'en sortent, d'autres pas. Et moi j'ai eu cette chance-là et c'est pour ça que aujourd'hui cette vie je la chéris et je la respecte. Ouais. Et ouais. Ah, c'est très touchant et c'est beau. Ouais. Merci du partage en tout cas. C'est très beau. Ok Andrea, bah écoute, merci beaucoup. On a fait un bon petit tour. Je voulais te poser, si tu veux bien, avant de passer aux questions annexes, j'avais, je crois, une ou deux questions d'auditeurs, d'auditrices à qui j'aurais parlé de cet épisode et qui avaient une question, qui avait des questions. Alors à toi de me dire si ces questions font sens. La première question, c'est comment finalement gérer. On en a un petit peu parlé, hein, oui. Mais voilà, comment gérer le regard des autres, surtout en tant que femme, lorsque par exemple on a un cancer du sein et qu'on se retrouve à avoir une ablation des seins. Donc le regard des autres vis-à-vis de son mari, de ses enfants, ce regard en tant que vis-à-vis des autres et vis-à-vis de soi aussi en tant que femme, en tant que mère, la perte de la féminité aux yeux de son entourage. Voilà, comment gérer ça? Est-ce qu'on doit se faire accompagner? Est-ce qu'on peut faire ce travail soi-même? Et si tu as des pistes? Alors les pistes, c'est très difficile pour moi d'en parler parce que j'ai pas eu le cancer du sein, on m'a pas enlevé les seins. Mais moi j'ai eu le cancer du col de l'utérus et on m'a enlevé mon utérus. Et donc enlever son utérus, c'est aussi très symbolique pour une femme, surtout que j'avais 39 ans à l'époque. Donc ça voulait dire aussi ménopause et donc un impact très très lourd sur le physique parce que moi je voyais la quarantaine comme ma décennie, j'allais tout casser et en fait ça s'est retrouvé la quarantaine c'était la ménopause, donc pas vraiment ce que j'en avais attendu et pour moi ça a été très compliqué parce que ça a impacté. D'abord j'ai pas perdu mes cheveux, mais quand ils ont continué à pousser après la chimio, la racine est devenue grise, donc je me suis retrouvée toute grise assez jeune. Et puis il y a eu de la prise de poids et puis une modification physique parce que la ménopause change beaucoup le corps d'une femme. Et donc par rapport à l'ablation de mon utérus, j'ai enlevé la nurserie, j'ai gardé la salle de jeu pour y mettre un petit peu d'humour. Et par rapport à la gestion de mon corps, il m'a fallu du temps pour me réapproprier ce corps. Et j'ai dit quelque chose et j'ai envie de partager parce que ça fait partie aussi des choses qu'on pourrait dire. J'ai dit mon corps me trahit. Parce qu'il me suivait plus, parce qu'il était fatigué, parce qu'il maigrissait pas quand je voulais qu'il maigrisse. Et il maigrissait pas où je voulais qu'il maigrisse non plus. Et puis très vite, je me suis dit mais non, en fait mon corps c'est mon meilleur ami, c'est mon meilleur allié parce que dans tout ce qu'on a vécu, il l'a vécu autant que moi et donc j'ai commencé à me reconnecter à lui et j'ai toujours rêvé qu'on me dise que j'étais belle et on me le disait absolument pas. Et aujourd'hui, j'ai le corps d'une femme qui a vécu un cancer, qui est marquée, j'ai les cheveux gris, je suis dans cette imperfection physique bien plus que ce que je ne l'étais avant la maladie et on ne m'a jamais autant dit que j'étais belle. Donc je pense que c'est aussi important de se reconnecter à son corps, de se reconnecter à soi, de d'abord se plaire à soi-même. C'est vraiment important. Et puis après, si on a vraiment du mal, c'est aussi important de se faire accompagner parce que et surtout, si on est en couple, pas hésiter à aller voir un thérapeute ensemble, une sexologue ensemble, de parler des choses. La communication, c'est ça qui sauve de tout. C'est ça qui sauve de tout et c'est ça qui permet de vraiment mettre au clair tout ça. Ok. Merci pour ta réponse. J'espère qu'elle sera satisfaisante. Moi, en tout cas, elle est satisfaisante pour moi. La deuxième question, c'était comment communiquer avec son employeur. Est-ce que c'est à nous de faire les démarches? Est-ce que on doit être totalement transparent? Voilà, quelle est la démarche à suivre par rapport à son employeur?
Alors là, je dirais que ce qui est important, moi, ce que je discute toujours avec les personnes qui veulent retourner au travail et qui ont une démarche de prendre contact avec l'employeur, c'est de se dire, de mettre au point, d'abord, de clarifier la relation qu'on avait avec son employeur avant le cancer. Parce que c'est ça qui permet de déterminer comment est-ce que je vais m'adresser à lui aujourd'hui. Si avant le cancer, j'étais en confiance avec lui, on avait une communication claire, ouverte, pourquoi est-ce que ça ne pourrait pas être le cas aujourd'hui? Par contre, si avant le cancer, j'étais déjà dans quelque chose de pas confiant, où je sens que le management n'est pas tout à fait ouvert, et donc dans ces cas-là, tenir compte de cet argument-là. Et pourquoi c'est important? Parce qu'il faut pas non plus rentrer dans le principe de la victimisation. C'est-à-dire que la personne se dise, oui, tu vois, je rentre du cancer, ils veulent pas m'écouter, etc. Oui, mais avant, est-ce qu'ils t'écoutaient déjà? Et parfois, c'est pas le cas. Et donc, ça permet de dire que c'est pas forcément lié au cancer, c'est que tout simplement, la communication se passait pas bien. Donc ça, c'est une première chose à faire, c'est identifier ça. La deuxième chose, c'est que parfois, moi, j'invite beaucoup les RH à garder le contact avec l'employé quand il est malade, mais à déterminer ensemble sous quelle forme, à quelle fréquence. Comment est-ce que ça va se passer? Et que ce soit un accord tacite. Et je dis toujours aux RH qui me posent des questions, je dis, la prise en charge d'un cancer, elle commence le premier jour où votre employé vient vous dire qu'il est malade. Comment votre réaction va déterminer comment tout le reste va se passer par la suite. Donc c'est vraiment dès le premier jour que ce contact est important. Et la troisième chose, c'est quand on fait cette démarche, c'est si on peut, dans la mesure du possible, se faire accompagner. Et il y a les coachs, bien entendu, qui peuvent aider, qui font ce travail préparatoire, mais il peut y avoir aussi des personnes ressources dans l'entreprise. Il peut y avoir une personne de confiance, pardon. Il peut y avoir quelqu'un de la délégation syndicale. Il y a peut-être d'autres personnes au sein de l'entreprise, le service de prévention et de bien-être au travail. Il y a d'autres personnes qui peuvent aider, qui peuvent être des relais intéressants. Mais c'est vrai que l'idéal, c'est vraiment, je le vois parce que ça donne vraiment des bons résultats, c'est ce travail de coaching parce que ça aide vraiment. Ok, merci Andrea. Et c'est la dernière question, mais je pense qu'elle est en lien avec celle-là, c'est comment faciliter le retour au travail, mais surtout est-ce que doit-on parler de son cancer avec ses collègues ou est-ce que l'employeur doit en parler? Est-ce que, en tout cas, dès lors que l'on revient, on s'imagine qu'il y a un éléphant dans la pièce et l'expression c'est dire j'ai eu le cancer, je suis guéri et maintenant on reprend les choses telles quelles. Alors ça appartient à la personne. Ça appartient. Il y a des personnes qui ne veulent pas du tout en parler, il y en a qui veulent en parler. Je ne sais pas comment est la législation en France, mais en tout cas en Belgique, il n'y a aucune obligation de dire à son employeur de quoi on a souffert. Okay. Moi, j'invite les gens à le faire. En tout cas vis-à-vis de l'employeur, parce que il y a tout ce qui est parfois des opérations qui vont se passer par la suite, et il y a aussi des effets secondaires qui sont là qu'il va falloir traiter et gérer. Maintenant, par rapport aux collègues, de nouveau, c'est quelles étaient mes relations avec mes collègues avant. Ça aussi, ça va déterminer dans quel degré de confiance je me sens pour faire part de ce qui m'est arrivé ou pas. Ok, super. Écoute, merci beaucoup Andrea. C'était passionnant. Est-ce que je pense qu'on a fait un bon petit tour. Est-ce que avant de passer à la fin, conclusion, t'as quelque chose que tu aimerais dire que j'ai pas abordé ou que t'as pas forcément abordé? La seule chose que j'ai envie de dire, c'est dire à toutes les personnes qui veulent retourner au travail après un cancer, c'est faites-vous confiance. Faites-vous confiance, croyez en vous, en vos compétences, suivez votre intuition et surtout soyez souverain dans cette démarche. N'hésitez pas à vous mettre au centre de cette démarche et à faire en sorte que ce soit d'abord et pour vous, avant tout une démarche qui fasse sens, dans laquelle vous vous sentez bien et mettez toutes les chances de votre côté pour que ça se passe bien en vous faisant aider si vous vous sentez en difficulté. Ok. Merci beaucoup Andrea. Merci. Bon, on va passer aux petites questions annexes. J'ai peur. Non, en tout cas, juste avant de passer aux questions annexes, je trouve que c'était très intéressant et j'ai beaucoup appris. Alors, merci beaucoup et j'en suis sûr que tout ce que tu as abordé, toutes les pistes que tu as abordées, ça va aider. En tout cas, j'ose espérer que ça puisse aider un plus grand nombre. Donc, merci beaucoup. Merci à toi. Alors, première question, Andrea. Comment te décrirais-tu en un mot? En un mot. Bienveillante. Très bien.
Qu'est-ce qui te fait sourire au quotidien? Mon chien. Si tu étais dans les nuages avec un gros panneau d'affichage, tu as la possibilité d'écrire un message pour le diffuser au monde entier, ce serait lequel ce message? Soyez toujours attentif à votre voisin. Intéressant. Si tu pouvais remonter dans le temps et parler à toi, enfant ou ado, qu'est-ce que tu lui dirais? Jette ton miroir à la poubelle. Il faut pas avoir peur d'être superstitieux. Ah non, c'est pas casser le miroir et dire ah c'est tant de mal. Ah non, moi j'ai pas dit de le casser, j'ai dit De le casser, simplement de jette ton jeter un miroir miroir. à la poubelle. Ok. Si tu pouvais avoir un super pouvoir, ce serait lequel, Andrea? Aplanir les conflits. Aplanir les conflits? Oui. Ok. Si tu avais l'opportunité de prendre un café avec un personnage historique ou une personne importante pour toi, qui choisirais-tu et pourquoi? Eleanor Roosevelt. Parce que j'ai Oui. une grande admiration pour le parcours de cette femme et tout ce qu'elle a entrepris, et parce que oui, elle a su mettre en application ses idées et se battre et arriver à un résultat. Ok, intéressant. Elle a écrit il y a des bouquins sur... Oui, il y a une bibliographie d'elle qui est particulièrement bien faite. Ok, d'accord. J'irai jeter un petit coup d'œil. Et dernière question, c'est si tu avais un seul conseil à donner pour rendre le monde meilleur, ce serait lequel? Je pense que c'est la bienveillance, vraiment. C'est la bienveillance dans le sens, c'est la bienveillance et le non-jugement. C'est essayer de comprendre et de se dire, je suis pas l'autre, il vit avec son expérience, son vécu, ses ressentis, et donc c'est toujours essayer de comprendre. En coaching, on dit l'intention positive, mais c'est vraiment ça. C'est se dire qu'est-ce qui se passe chez cette personne qui fait qu'aujourd'hui elle agit comme ça, et ne pas être dans le jugement et rester dans l'ouverture, même quand on est choqué, même quand on est heurté, mais se dire mais pourquoi, et essayer de comprendre et de voir les choses avec un regard qui soit ouvert, dans lequel on n'enferme pas les gens dans des petites boîtes. Bah écoute, c'est un très beau message de conclusion. Merci beaucoup, Andrea. Encore une fois, c'était un épisode très enrichissant. Merci beaucoup. Pour toutes les personnes qui sont arrivées jusqu'au bout, félicitations. En tout cas, j'espère que vous aurez appris beaucoup de choses. Je vous encourage à partager cet épisode autour de vous, à mettre une note positive pour référencer l'épisode, et puis aussi à te suivre, André. Est-ce qu'on peut te suivre quelque part? Est-ce que tu as des réseaux sociaux ou... Écoute, j'ai une page LinkedIn qui est à mon nom, tout simplement. D'accord, Andrea Cornet. Et puis j'ai une page sur Facebook qui s'appelle Andrea Cornet Coaching, et bientôt il y aura un site internet qui s'appellera Picked My Soul. Yes. Et ça, c'est le nom du projet que j'ai créé au moment où j'ai décidé de faire du coaching. Yes, cool. Bah écoute, je mettrai tout ça dans la description. Donc on peut te contacter dessus, n'hésitez pas à la contacter, à en parler autour de vous. Je pense que ce sont des sujets qui sont assez intéressants, qui sont pertinents et toujours d'actualité. Et donc, en parler et diffuser autour de soi, c'est quelque chose de positif. Et écoute, merci pour ce que tu fais, Andrea, pour ce que tu apportes aux autres, et d'aider à contribuer à rendre cet aspect-là beaucoup plus facile. En tout cas, merci à toi, parce que c'était super agréable de partager ce moment et ce podcast avec toi. Et merci pour cet intérêt pour ce que je fais, mais c'est pas que moi, on est beaucoup à le faire, et tout ce qu'on met en place autour du cancer, parce que c'est important, et que tout à fait. Et que ça a sa place. Ouais, tout à fait, c'est très important, tu l'as dit. Merci beaucoup, Andrea, et à très bientôt. Au plaisir d'échanger avec toi. Merci beaucoup, Liron. Au revoir. Ciao. Super, merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode de Génération 120 ans jusqu'au bout. J'espère que cet épisode vous a plu.
Si c'est le cas, comme c'est un tout nouveau podcast, j'ai 2 choses à vous demander. La première, c'est de me laisser une note 5 étoiles avec un commentaire positif sur Apple Podcast ou d'autres plateformes, car ça m'aide beaucoup et surtout ça permettra à d'autres tout comme vous de profiter de ces discussions enrichissantes. Ensuite, si vous avez des commentaires, des retours à me faire, n'hésitez surtout pas. Ceci me permettra de progresser et vous proposer quelque chose de toujours plus qualitatif. Merci encore pour votre attention précieuse et je vous dis à très vite pour un épisode de Génération 120 ans.